Bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle conférence qui va inaugurer un nouveau cycle de conférences. Ce cycle de conférences va s'appeler donc les mystères sacrés de l'âme. Donc ça, c'est au niveau spirituel. Et en même temps, je vais commencer aussi à introduire un nouveau paradigme de l'amour, une nouvelle vision de l'amour, dont j'ai déjà commencé à parler, mais là, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Cette conférence, c'est la première partie d'un cycle de conférences. Je ne sais pas s'il va y en avoir 6 ou 10, parce que je vais construire ça en temps réel. Ce soir, c'est la première partie. Et ce soir, on va traiter les 6 blessures primordiales de l'âme qui voilent le joyau magnifique d'amour que vous êtes. Donc c'est un thème qui m'est vraiment à cœur parce que c'est un thème qui mélange à la fois ma connaissance approfondie de l'inconscient de l'âme humaine, des grandes profondeurs de l'inconscient, où les blessures les plus fortes, les plus terribles sont gravées. Et en même temps, ce thème aussi spirituel de la quête de l'amour, comment... Et voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je suis déjà en train de commencer la visio, mais il y a le support qui va me permettre d'avancer étape par étape de façon structurée. Voilà, donc c'est ok, tout le monde entend bien. Donc je coupe ça. Voilà, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc ce qui est intéressant dans ce thème des blessures du joyau de l'amour de l'âme, c'est que fondamentalement, dans les 3 premières conférences que je vais annoncer dans les prochaines semaines, on va surtout traiter dans un premier temps des secrets d'incarnation de l'âme. Et pourquoi? C'est un thème qui m'est à cœur, parce que les secrets de l'incarnation de l'âme, c'est ce qui va vous permettre de comprendre cette immense différence qu'il y a entre l'âme que nous sommes, dans sa dimension de lumière, dans sa dimension d'amour, et en même temps, comment cette âme qui s'incarne, cette âme qui est nous sommes l'âme en incarnation. Justement, au cours de ce processus d'incarnation, il se passe beaucoup de choses, et malheureusement, en fonction de comment se passe ce tout début d'incarnation, c'est ça qui va vraiment sceller sa destinée, et vraiment pour toute sa vie sur Terre. Donc, quel que soit le plan d'incarnation, quelle que soit, je dirais, notre motivation d'âme avant de nous incarner, c'est le début de l'incarnation qui va permettre à cette vocation d'âme de se déployer ou au contraire de rester latente, et il pourra se passer des dizaines d'années pour que cette vocation puisse commencer à émerger dans la conscience des personnes et qu'elles puissent après en conscience la reconnaître et commencer à œuvrer. Donc c'est un thème qui est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont conscience qu'elles portent quelque chose de particulier. Elles ont beaucoup de difficultés pour identifier pourquoi, c'est quoi ma vocation. Et je le sais bien parce que j'accompagne depuis 20 ans, ça fait un très grand nombre de personnes et c'est une question récurrente qui vient très souvent. Et après, c'est comment je peux faire pour débloquer la situation et pour avancer plus loin. Donc c'est ce qu'on va voir tout au long de cette soirée. Donc en introduction, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est qu'effectivement, nous sommes des magnifiques joyaux d'amour. C'est vraiment ça, la vraie vérité de l'âme. Et pourtant, quand on regarde dans notre quotidien, comment chacun d'entre nous on vit au quotidien, à part si on a beaucoup travaillé sur soi depuis longtemps, à la fois au niveau thérapeutique et au niveau spirituel, la plupart des êtres humains, ils se sentent, ils se vivent comme étant coupés de l'amour, coupés d'eux-mêmes, on est en même temps coupés les uns des autres, et aussi on est coupés de la terre. Et ça, c'est vraiment un contraste très grand entre la virtualité de l'âme d'amour avant qu'elle s'incarne et comment nous-mêmes nous sommes coupés une fois que nous sommes descendus dans le corps. Et la question que je me suis posée quand j'ai préparé cette conférence, elle est toute simple, c'est mais qu'est-ce qu'on sait au juste des premiers instants de vie de l'âme sur Terre? On sait des choses qu'est-ce que c'est que l'âme dans les plans de lumière, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, toutes ces belles présences de lumière qui nous accompagnent. On sait dans quel état on arrive ici, une fois qu'on est descendu sans parachute et qu'on se trouve enfermé, coincé.
Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement quand l'âme pénètre pour la première fois dans son futur corps physique? Ça, c'est vraiment un thème que j'ai très rarement vu présenté ou expliqué dans des bouquins ou même en visioconférence. Et pareil, au niveau du thème, ce fameux thème des mémoires cellulaires qui commence à être de plus en plus connu, en réalité, on ne sait pas trop comment ça se passe. On ne sait pas trop comment, au cours des premières secondes de vie, comment les mémoires cellulaires sont touchées, comment les programmations émotionnelles elles se mettent en place, alors même que la mère ou le père sont totalement inconscients de ça, et comment, en fonction de l'intensité de ces blessures, de ces programmations émotionnelles, ça va nous marquer, ou carrément ça va nous emprisonner en tant qu'âme toute notre vie. Oui. Donc c'est un thème central, ce thème-là. Et donc, grâce à cette web conférence gratuite, qui est inédite sur le sujet, ce que je vais vous présenter trois parties. Dans une première partie, on va regarder pourquoi ces blessures primordiales de l'âme vous coupent à votre insu de l'amour et de la lumière que vous êtes. Quels sont les mécanismes qui font qu'effectivement, une fois que vous êtes incarné dans un corps physique, ben vous êtes coupé du reste. Ensuite, dans un deuxième temps, on va regarder comment on peut décoder ces programmations qui nous transforment en mendiants affamés de l'amour et qui nous mettent sans cesse en quête de l'amour à l'extérieur. Ça, c'est vrai au niveau familial, c'est vrai au niveau amical, et c'est encore plus vrai, malheureusement, au niveau des relations amoureuses. La plupart des relations amoureuses, c'est en réalité deux mendiants affamés d'amour qui pensent de bonne foi reconnaître chez l'autre la source d'amour qu'ils attendent désespérément à l'extérieur, parce que tout le monde est coupé de la source de l'amour à l'intérieur de nous. Et dans un troisième temps, on va regarder comment guérir et comment on peut restaurer ce joyau d'amour de l'âme, qui est vraiment ce que vous êtes, mais pas seulement guérir l'âme là-haut, dans les plans de lumière, mais guérir l'âme en incarnation. Ma mission de vie, c'est ça, c'est pas seulement guérir pour guérir, c'est guérir pour que chacun puisse retrouver ce joyau d'amour à l'intérieur de soi, parce que ça c'est vraiment essentiel de le retrouver. Et après, ce qui est encore plus important, c'est que cet amour que tout le monde porte, mais dont la plupart des gens sont coupés, on puisse le manifester de façon concrète dans sa vie, et pas seulement en méditation, pas seulement en stage, et pas seulement quand on vit des états d'expansion de conscience. Donc voilà le programme que je vous propose pour ce soir. On va commencer à présent la première partie, donc pourquoi les blessures primordiales de l'âme vous coupent à votre insu de la lumière et de l'amour. Alors ce que je vois à partir de mon propre parcours, parce que j'ai maintenant une quarantaine d'années de travail sur moi, c'est que vous connaissez tous le thème des blessures karmiques. C'est les blessures que nous avons subies, reçues, tout au long de notre parcours d'incarnation, sur des dizaines, des centaines, et pour certains sur des milliers de vies en profondeur. Donc c'est un passé qui est lourd, qui est directement codé au niveau de l'âme, dans le corps spirituel de l'âme qu'on appelle le corps causal. C'est le corps qui contient toute l'histoire de l'âme, à la fois dans les blessures et aussi bien sûr dans toutes les expériences magnifiques et belles que l'âme a rencontrées. Mais généralement, c'est pas les expériences de joie et d'amour qui marquent l'âme et qui la blessent, c'est plutôt les rencontres avec le non-amour et la violence à l'extérieur. L'autre thème qui est très très connu maintenant depuis au moins 15 ou 20 ans, c'est le thème des lignées familiales. C'est-à-dire qu'on est tous porteurs des blessures collectives de notre lignée paternelle et de notre lignée maternelle. Donc ça, c'est des thèmes qui sont relativement connus. On trouve plein de techniques et de thérapeutes qui peuvent accompagner dans ces domaines-là. Par contre, il y a un domaine qui, de mon point de vue, il est vraiment trop ignoré. C'est toutes les blessures qui sont encore plus critiques. Et lesquelles, c'est les blessures qui vont marquer l'âme à vie et qui correspondent aux premières secondes de vie de l'âme quand elle descend dans le corps physique. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Donc ce qu'on peut dire aussi, donc tout ce que je vais vous présenter ce soir, c'est vraiment le fruit de mon expérience personnelle, de mon ressenti, de mon travail personnel, et c'est aussi le fruit de tout ce que je vois au quotidien depuis 20 ans que j'accompagne plusieurs milliers de personnes. Oui. Donc en réalité, l'incarnation de l'âme, elle commence non seulement au niveau de la naissance, parce qu'effectivement, de façon visible et objective,
on a l'impression que le processus commence quand le bébé il sort du ventre de sa mère, mais en réalité, le processus de l'incarnation dans la matière, il commence bien plus tôt, et il commence au niveau de la fécondation. Donc il y a aussi tout un parcours de l'âme qui traverse les plans subtils avant de rentrer dans la cellule qui va émerger de la fécondation. Mais c'est vraiment le moment de ce soir, dans cette série, j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur les temps critiques. Voilà. Et la fécondation, c'est un temps hyper critique, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce temps de fécondation pour l'homme qui veut s'incarner, il dépend essentiellement de la qualité du rapport sexuel des parents. Et c'est quelque chose qu'on oublie trop, c'est qu'en fonction de votre âge, en fonction de la génération à laquelle vous appartenez, en fonction de vos origines sociales, de vos origines culturelles, de vos origines aussi nationales et ethniques, parce que le rapport à la sexualité en fonction des pays, des continents et des origines raciales, le rapport à la sexualité, il est quand même très différent, sachant que globalement, on peut dire que globalement, au niveau mondial, le rapport à la sexualité est un rapport qui est toujours difficile. La sexualité est toujours empreinte de culpabilité et d'une perception morale que la sexualité, elle est pas naturelle et qu'elle est mauvaise en soi. Et donc ça amène vraiment des choses dans le psychisme collectif, dans l'inconscient collectif des hommes, donc du masculin, et bien évidemment aussi des choses particulières dans l'inconscient collectif féminin. Pour rentrer un peu plus dans le sujet, je me suis rendu compte que la plupart des êtres, quand ils sont dans un corps de femme aujourd'hui, à votre insu, vous allez porter toutes les mémoires des violences physiques et sexuelles que vous avez vues tout au long de votre incarnation. Ça veut dire qu'actuellement, les femmes au sens large, hein, il y a bien sûr des exceptions, mais globalement, les femmes, sauf celles qui ont travaillé beaucoup, la plupart des femmes, elles ont un rapport difficile avec la sexualité. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui ont subi des centaines de viols tout au long de leur incarnation. Parce que pendant les guerres, quand les hommes se massacrent les uns les autres, on peut dire que c'est quelque chose de normal. C'est des guerriers qui se battent entre eux et qui se tuent entre eux. C'est des militaires de carrière ou des appelés qui se battent entre eux et qui se tuent les uns les autres. C'est une violence masculine entre hommes. Mais je vais prendre une pastille parce que je vois que j'arrête pas de tousser. C'est gênant pour moi, je pense aussi pour vous. Et par contre, dans les guerres, actuellement, je ne crois pas que dans l'histoire humaine, sur des millénaires en profondeur, on peut mentionner des guerres qui auraient été déclenchées par des femmes et qui auraient été menées par les femmes, entre elles. Donc généralement, quand il y a des guerres, depuis des millénaires sur Terre, c'est les hommes qui se livrent à des batailles qui sont des fois impitoyables. Et à l'occasion de ces batailles, il y a des villages brûlés, des enfants et des femmes qui sont enlevés, et il y a aussi des femmes qui sont malheureusement abusées, qui sont violées. Et ça c'est une empreinte très très grande dans l'inconscient collectif féminin. Voilà. Donc ce qui est essentiel dans la qualité du rapport sexuel des parents, c'est surtout la qualité vibratoire. Et dans la qualité vibratoire, j'inclus bien évidemment comment le rapport sexuel physique se déroule. Est-ce qu'il est empreint de tendresse, de compréhension, de douceur, ou est-ce que c'est juste un rapport physique? J'ai pas envie de dire animal, parce que quand on dans le vocabulaire humain, quand on parle d'un rapport sexuel animal, ça évoque quelque chose qui est très négatif. J'ai pas envie de mettre des jugements là-dessus, parce qu'on en a déjà tellement de jugements sur la sexualité. Je dirais seulement un rapport sexuel. Voilà, c'est pas une rencontre sexuelle, c'est pas une relation sexuelle, c'est un rapport sexuel physique. Voilà, quelles que soient les raisons. Donc en fonction de la qualité de ce rapport physique, ça va déterminer la qualité vibratoire du rapport sexuel, de la relation sexuelle. Il y a aussi la qualité vibratoire émotionnelle. En fonction de l'émotion des deux parents, du père et de la mère, il va aussi se passer quelque chose. Il y a aussi tous les systèmes de croyances qui sont codés dans le corps mental du père et de la mère, notamment les tabous, les interdictions, les règles strictes sur comment on doit faire l'amour, de telle façon et pas de telle façon, tel jour et pas tel jour, à telle heure et pas telle heure. Vous savez, il y a des traditions qui sont très très contraignantes au niveau des rapports sexuels, qui exigent plein de choses différentes, qui fait que pouvoir vivre un rapport sexuel, je dirais naturel, souhaité,
avec un consensus de la part des deux membres du couple ou des partenaires, c'est pas toujours évident. Et puis il y a aussi une autre dimension qui est hyper importante, c'est aussi la dimension spirituelle, c'est tout le système de croyances spirituelles, mais spécifiquement lié à la sexualité. Les règles et les dogmes, et notamment les tabous, la culpabilité, ça va beaucoup jouer dans la qualité vibratoire du rapport sexuel. Et ce qui va aussi jouer, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment entre les parents. Parce que avoir un rapport sexuel avec un partenaire, c'est une chose, mais derrière, il y a plein de choses qu'on ne soupçonne pas. Notamment, je dirais, quelles sont les attentes des deux partenaires. Et parfois, les attentes, elles ne se retrouvent pas. Les attentes sont pas en phase. Il y a aussi des systèmes de projection en fonction du vécu de l'homme, en fonction du vécu de la femme, du vécu antérieur, des expériences positives ou négatives vis-à-vis de la sexualité. Il va aussi y avoir des projections sur l'autre. Il y a aussi des désirs mutuels qui peuvent être très différents dans l'intensité, dans les modalités. Il y a aussi les intentions. Pourquoi les deux partenaires ont un rapport sexuel à ce moment-là. Il y a aussi une notion de projet. Est-ce qu'ils ont un projet de vie ensemble? Est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est le début d'un couple qui veut avancer ensemble? Ou est-ce que c'est seulement juste un rapport sexuel? Ou un rapport sexuel physique, mais il y a aussi quand même des émotions, un petit peu d'affection. C'est tout ça qui va déterminer vraiment les modalités, la qualité vibratoire du rapport sexuel et aussi la qualité, je dirais, de la relation établie ou seulement naissante entre les deux parents. Et ce qui va se passer aussi, c'est pour ça que la qualité du rapport sexuel, elle est vraiment essentielle, c'est que ça va agir au niveau de la fécondation. La fécondation, qu'est-ce que c'est? C'est cet instant magique où la première cellule du corps physique est créée. C'est l'instant où le spermatozoïde féconde l'ovule, où il rentre à l'intérieur, et à partir de là, il y a le mariage génétique au niveau de l'ADN des deux parents, et qui ensuite crée la première cellule, qui ensuite va se dupliquer à l'infini, et qui va donner naissance 9 mois, enfin dans les semaines et les mois qui suivent, ça va donner naissance au corps physique que l'âme va ensuite pouvoir utiliser tout au long de sa vie. Mais au-delà de la fécondation strictement physique, biologique de la cellule, ce qu'on parle pas très peu, j'ai encore jamais vu ça dans les bouquins ou dans des stages, c'est que la qualité du rapport sexuel et la qualité de la relation que je viens de vous expliquer, qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça crée des empreintes majeures. C'est-à-dire que la vibration de la rencontre physique, de la rencontre émotionnelle, de la rencontre mentale et de la rencontre spirituelle, en fonction que si elle est réelle ou si elle n'a pas lieu, s'il y a seulement une rencontre au niveau physique, il n'y a pas les autres plans, si la rencontre est consciente ou si au contraire elle n'est pas du tout consciente, tout ça, tous ces égrégores, ça va complètement imprégner la première cellule. Donc la première cellule qui au départ, on pourrait supposer qu'elle soit vierge, parce que si elle était vierge, ben, le parcours de l'âme, il va être beaucoup plus facile, parce que quand elle descend avec son propre bagage karmique et son propre bagage familial, elle a déjà suffisamment à faire, mais que là, on rajoute quelque chose qui va être très très fort, et qui pour moi, c'est pour ça que cette série de conférences, elle me tient à cœur, parce que c'est un thème qui est trop oublié. C'est que ça, c'est vraiment très très fort. Et pourquoi? C'est parce que quand la première cellule va se dupliquer, dans la mesure où elle-même, elle a été imprégnée par ces 4 imprégnations physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles, qui sont carrément codées dans la cellule, mais comme c'est la première cellule qui se duplique à l'infini pour créer tout le corps, ben, toutes les cellules qui sont créées à partir de cette cellule que l'on pourrait appeler la cellule primordiale, c'est pour ça que j'ai parlé des blessures primordiales de l'âme. Et donc cette cellule primordiale, quand elle se duplique, eh ben, ça va dupliquer aussi toutes les empreintes et programmations majeures dans toutes les cellules du corps. Ça veut dire qu'au bout de 9 mois, quand le corps est formé et que l'enfant est né, en réalité, il a déjà passé 9 mois dans le ventre de la maman où il a subi toutes ces programmations qui l'enferment, sans parler de tout ce que l'enfant ramène lui aussi au niveau karmique, et ce qui va aussi récupérer de l'hérédité familiale grâce à son père et sa mère. Et donc tout ça, ben, ça va créer des empreintes et des programmations qui sont vraiment cruciales. Le mot crucial, il est même encore faible, c'est fondamental parce que ce sont des programmations qui sont codées dans la cellule, qui se sont diffusées dans toutes les cellules du corps physique, dans tous les organes, dans la peau, dans les os, dans les organes. Donc
tout le corps physique, il est coloré par ça. Et c'est pour ça qu'après, l'âme, malheureusement, l'âme qui au départ est un magnifique joyau d'amour, eh ben, elle va commencer inconsciemment dans un premier temps à se sentir complètement en prison. C'est-à-dire que la transparence de l'âme va être colorée par des empreintes qui vont conditionner, qui vont colorer l'âme dans des directions différentes. Et parfois, les directions, elles peuvent être complètement opposées. Elles peuvent être opposées si les parents ne sont pas en phase entre eux. Bon, excusez-moi, comme c'est mon portable qui a eu un bip, je pensais que c'était quelqu'un de l'équipe, mais non, c'est un message perso. Ouais. Et donc l'âme, à cause de ça, donc elle va être enfermée dans des programmations qui peuvent être très très loin de sa vocation d'âme, et donc ça va la coincer. Et c'est pour ça que j'ai choisi délibérément d'employer une formule choc, c'est que ça va sceller sa destinée pour toute sa vie. Parce qu'en fonction de cette programmation primordiale, elles vont ensuite donner naissance à des scénarios qui vont commencer à être actifs, et les scénarios ils vont se reproduire tout au long de leur vie, ouais, tout au long de sa vie. Voilà. On va commencer à aborder la seconde partie à travers une question que je me suis posée, que se posent toutes les personnes que j'accompagne et que vous aussi, vous devez forcément vous la poser vous aussi. C'est mais comment savoir si vous êtes porteur de ces 6 blessures primordiales de l'âme en incarnation, sachant que dans les prochaines soirées sur cette thématique-là, je vais en présenter d'autres. Ce soir, je focalise sur le temps de la fécondation, qui est essentiel, puis il y a aussi d'autres temps qui sont majeurs et essentiels dans l'incarnation de l'âme. Donc comment savoir si vous êtes porteur? Donc c'est ce que maintenant je vais vous donner plusieurs clés. Donc je vais vous montrer comment décoder les programmations, sachant que ce décodage il se fait en réalité en 2 temps. Il y a un temps qui consiste à... Enfin, vous avez 2 possibilités. Si vous vous connaissez bien, si vous avez déjà fait de la thérapie, je vais vous présenter dans quelques instants les 6 blessures fondamentales primordiales de l'âme. Et donc, à travers les explications en particulier que je vais vous transmettre, vous allez pouvoir observer si vous reconnaissez ou pas. Donc des fois vous pouvez, mais des fois vous pouvez pas, parce que les blessures primordiales de la conception, je connais pas grand monde qui les connaît, naturellement. Et après, quand vous les connaissez pas, c'est aussi le cœur de mon travail. Après, ça implique de demander un diagnostic personnel, et qui fait qu'à partir du diagnostic, je peux chercher et vérifier quelles sont les blessures que vous portez. Ça vous permet après de passer en phase active pour demander un soin. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la première blessure de l'âme en incarnation. C'est la blessure qui est liée à ce qu'on appelle la conception accidentelle, la conception non désirée. Donc dans ma génération, dans la génération de nos parents, là où quand la contraception n'était pas encore très développée et surtout n'était pas fiable, la plupart, il y a 90% des enfants, il y a une 50aine d'années, la plupart, ils sont tous le fruit d'une conception accidentelle, de non désirée. Il y a une petite minorité qui était vraiment désirée, mais à cette époque-là, les conditions de vie étaient tellement difficiles. Quand je parle de ça, entendez bien que je parle pas seulement de la France, je parle de la terre entière, notamment des pays sous-développés, des pays qui ont beaucoup changé et qui ont amélioré leur qualité de vie depuis quelques dizaines d'années. Mais en remontant il y a encore 50 ou 100 ans, les conditions de vie généralisées sur Terre, c'était encore très très dur. Donc la plupart des enfants, ils n'étaient pas désirés, c'était des accidents. Ils étaient acceptés, mais ils n'étaient pas désirés. Donc qu'est-ce que ça implique? Ce simple constat qui semble tellement banal, ce qui va se passer, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite, c'est que la conception accidentelle, une conception non désirée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un non-désir fondamental des parents de vous créer où. Je vais vous parler à vous comme si c'est vous qui étiez concerné, puisque les grandes généralités, c'est pas intéressant. Donc si vous-même vous êtes le fruit d'une conception accidentelle, d'une conception non désirée, ça veut dire que d'entrée, au moment de la fécondation, ce que vous avez reçu vous, c'est l'absence de désir des parents pour vous. C'est pas l'absence de désir des parents, parce que on peut quand même espérer, si le rapport sexuel, il y a un minimum d'authenticité et d'amour, il y a un vrai désir des parents de s'unir l'un avec l'autre, mais c'est un désir qui est passé, qui est focalisé sur eux,
entre eux, et pas du tout un désir qui est projeté dans le futur pour faire venir une âme sur vous. Donc le fait que si vous êtes vous aussi le fruit d'une conception accidentelle, tous les embryons, on sent tout. Dès qu'un embryon il est vivant, il est conscient dès la première seconde de la conception. Même si l'âme elle n'est pas encore totalement incarnée, il y a déjà la conscience de l'âme qui est présente dans la première cellule. Et c'est ce qui fait que déjà elle commence à prendre des chocs, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants. Et donc vous avez complètement senti cette absence de désir des enfants pour vous. Ça veut dire, je ne suis pas le fruit je ne suis pas désiré, je n'ai pas été désiré. Et ça, en grandissant, ça peut donner aussi des séquelles qui peuvent être graves. Ça peut donner carrément le non-désir de vie. C'est-à-dire, vous-même, vous pouvez avoir l'impression que vous avez peu de désir, vous avez peu de motivation, vous vous sentez un petit peu comme une âme en peine, vous êtes sur Terre, mais il n'y a rien qui vous passionne, vous avez du mal à accepter votre présence sur Terre. Et pourquoi? C'est à cause de ça, tout simplement. C'est que si vous êtes le fruit du non-désir des parents, vous avez vous reçu le non-désir de vie, et donc pour vous, ça devient un non-désir d'être vivant, à cause de l'absence de désir pour vous, des parents. Donc oui, ça paraît rien, mais je peux vous dire, dans ma bouche, quand je parle du non-désir de vie de l'enfant, c'est quelque chose qui va le marquer toute sa vie. Oui. Ce que je vais faire, je vais temporairement remettre en route le chat, comme ça on va ouvrir un petit temps de questions sur cette blessure-là, et puis après on va avancer dans les autres blessures, les unes après les autres. Oui. Voilà, donc je vous remets le chat. Est-ce que vous avez des questions à poser sur le thème de cette première blessure primordiale de l'âme en incarnation, qui est la conception accidentelle et non désirée de vous en tant qu'enfant? Oui. Voilà. C'est pas le rapport sexuel non désiré, bien que des fois il peut être non désiré, mais je vais en parler tout à l'heure. C'est vraiment par rapport à vous, quoi. Voilà. C'est ok, sinon vous avez le son est bon pour tout le monde? D'accord. D'accord. Bah écoutez, s'il n'y a pas... Oui, bien sûr, bien sûr. Là, j'ai pris le cas extrême qui est la conception non désirée, mais je vais aussi parler des autres cas tout à l'heure, parce qu'il y a aussi d'autres cas par rapport à ça. Oui. Voilà. Comme je vous l'ai expliqué hier, pour ceux qui étaient présents hier, les mosaïques de blessures, il y en a plein, avec plein de dégradés, et c'est pas évident, donc je vais quand même simplifier. Voilà, mon idée dans cette série de conférences était présenter des blessures primordiales, et bien évidemment, il y a des aides qui vont en porter non seulement une, qui vont porter des variantes de la même blessure, et qui peuvent porter 2, 3, 4 blessures simultanément, quoi. Voilà. Pour répondre à la question de Laura, attendez, je vais voir, je vérifie que j'enregistre bien le chat. Pour répondre à la question de Laura, c'est deux choses différentes. Il y a d'abord le non-désir de la fécondation. Donc déjà, s'il n'est pas là, c'est forcément une conception qui est accidentelle et non désirée. Donc vous-même, votre désir de vie, il va commencer à être amoindri, il va commencer à être touché. Et après, ce qui se passe, c'est plus tard dans la grossesse, c'est quand la mère apprend qu'elle est enceinte, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc ça concerne plutôt la vie intra-utérine. J'en parlerai à l'occasion d'une future conférence, quoi. Voilà. Pour l'image, c'est normal, c'est moi qui ai bloqué la caméra, voilà. Parce que je préfère que vous regardiez le support, que vous soyez focalisé sur moi, voilà. Donc tout va bien, vous inquiétez pas. Donc on va attendre s'il y a encore d'autres questions. Voilà. Donc c'est pour ça que cette série de visio, je vais la couper en petits bouts, je vais la diffuser parce que c'est vraiment important. Vous savez, depuis 20 ans, rapidement, au bout de 5 ans, la vie fait que je me suis spécialisé sur les blessures de l'inconscient profond. Et les blessures de l'inconscient profond, c'est les blessures de la conception, les blessures de la vie intra-utérine et les blessures de la naissance. Voilà. C'est les blessures qui sont les plus difficiles à trouver et c'est les blessures qui sont les plus difficiles à traiter, oui.
Et effectivement, vous allez voir, pour chaque blessure, je vous ai préparé donc la description, je dirais, officielle de la blessure, et après, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vous fait vraiment. Comme ça, vous allez pouvoir réaliser. Donc ceux qui ce soir vous reconnaissez sur ce thème-là, je vous conseille vraiment tout à l'heure, dans la troisième partie, je vais vous expliquer comment guérir, comment on peut guérir ça. Et donc vous verrez, je vous conseille après de prendre un soin. Pour ceux qui l'ont pas déjà pris, je vous conseille de prendre un soin sur ce thème-là si vous reconnaissez que ça qui vous concerne. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, on va continuer, puis on va aborder la seconde partie maintenant, la deuxième blessure. La deuxième blessure, c'est la conception après une fausse couche. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui passe complètement inaperçu. Je reviens encore en arrière, il y a 50 ans, dans la génération de nos mères et de nos grands-mères, les conditions de vie étaient tellement difficiles pour les femmes, parce qu'elles travaillaient durement elles aussi. Le suivi médical, il était pratiquement inexistant. Les moyens d'accompagnement médical de la femme enceinte étaient quand même très réduits. Et il y a beaucoup de femmes qui au début de la grossesse, enfin, dès les premières journées ou les toutes premières semaines, elles faisaient des fausses couches. Et certaines femmes, malheureusement, elles ont fait des fausses couches en cascade. Et quand on fait des fausses couches en cascade, c'est encore plus grave que d'en faire un. Donc c'est grave pour la mère, parce qu'effectivement, c'est difficile pour elle. Quand il n'y a pas de désir de conception, de fécondation, c'est pas gênant, mais quand il y a un vrai désir de conception, de fécondation, et qu'il y a une fausse couche, c'est très douloureux pour les parents, ou l'un des deux parents. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est ce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à descendre dans mon inconscient, et puis quand j'ai commencé à accompagner, c'est que le ventre de la mère, il se colore par le poids de la mort, par le poids de la mort. Écoutez bien pour les femmes. Et ça veut dire que votre ventre, qui est un ventre qui porte la vie, qui donne la vie, qui nourrit la vie, qui permet à la vie de grandir jusqu'au moment de la naissance et de l'accouchement, il est imprégné à votre insu par le poids de la mort. Parce que comme tout à l'heure vous l'avez compris, je pense, la première cellule elle est vivante, la première cellule elle est déjà habitée par une âme, en partie, mais c'est quand même déjà habité. Donc quand il y a une fausse couche, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un être vivant qui décède dans son corps physique, qui décède dans la dimension du corps physique. Et donc c'est une mort, et donc cette mort, c'est aussi une fréquence particulière, comme la vie c'est une fréquence, la mort c'est une fréquence, et ça veut dire que si votre mère a eu une fausse couche avant vous, pour ceux parmi vous qui m'entendez, si votre mère est encore vivante, essayez de lui poser la question pour savoir si elle se souvient, si avant vous, elle a eu une ou plusieurs fausses couches. Plus les fausses couches sont nombreuses, plus ça va être grave pour vous. Donc je vous conseille après de prendre un soin pour vous libérer de ce fardeau. Et donc qu'est-ce que ça donne, ce ventre qui est imprégné par la mort? Ça veut dire que vous-même, au moment de la fécondation, et après ça va s'aggraver tout au long de la vie intra-utérine, pendant les 9 mois, vous allez porter ce poids de la mort, cette empreinte de la mort. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça va donner pour vous? Ça va vous coincer dans l'impossibilité d'être vous-même. Vous ne pouvez pas être vous-même parce que vous allez devenir à votre insu, vous allez être piégé comme étant le fantôme de l'enfant qui est mort, l'embryon, l'enfant qui est mort avant vous. Et dans les cas extrêmes que j'ai vus, il y a des parents qui sont tellement blessés, qui veulent tellement un enfant, que quand la femme a une fausse couche, ils veulent à tout prix remettre le plus rapidement possible une nouvelle fécondation. Et pour eux, c'est comme si vous voulez, de remettre en route un nouvel enfant. Pour ceux qui ont une croyance spirituelle, qui croient à l'âme, des choses comme ça, les parents, ils vont tout faire pour réparer cette fausse couche. Et à leur insu, c'est comme si que mettre en route un nouvel enfant, c'est comme si c'est faire revenir l'enfant qui voulait venir la première fois, qui a été perdu. Et c'est ce qui fait que, à leur insu, parce que tout ça, c'est dans l'inconscient de couple, du père et de la mère, ou de l'un des deux, ça veut dire eux-mêmes, ils vont vivre ce nouvel enfant comme étant en réalité le premier qui est revenu. C'est comme si la première fausse couche, c'est juste un accident de passage, et que c'est le même enfant qui revient. C'est pas toujours le cas, c'est pas forcément le cas, qui fait que comme malheureusement vous êtes un deuxième enfant qui n'est pas le premier, vous allez porter le poids de la mort du premier, et vous allez à votre insu devenir le fantôme du premier enfant qui est parti. Donc ça aussi, ça va vous amener beaucoup de problèmes d'identité, cette quête permanente de qui suis-je,
qu'est-ce que je fais ici, c'est quoi la vie, pourquoi je suis là. Donc ça, c'est des questions existentialistes. Et c'est, vous voyez, c'est déjà à la conception que ça se met en place, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce thème-là, pardon? Le chat est activé. Alors, on va commencer à répondre aux questions. Donc, on va ouvrir ce temps de questions-réponses au niveau du chat. Donc, je vous remercie d'être silencieux quand j'explique, et puis après, vous vous exprimez quand je vous donne la parole, parce que moi, c'est plus facile pour tout le monde. Donc, effectivement, le déni de grossesse, c'est encore un autre sujet. C'est pas lié à la conception, mais je vais quand même y répondre, sachant que je devrais plutôt y répondre dans les visioconférences sur le thème de la vie intra-utérine, parce que c'est là que la mère prend conscience qu'elle prend conscience que c'est, ah, tu veux dire le déni d'une fausse couche? Après, c'est pas, ah oui, excuse-moi, Fabien, j'avais lu le déni de grossesse parce que c'est un truc, c'est quelque chose d'important qui existe vraiment. Le déni de fausse couche, je sais pas si on peut appeler ça déni dans le sens de la mère qui choisit délibérément d'ignorer qu'elle a eu un fausse couche. J'ai vu tellement de choses que dans l'absolu, je pourrais dire pourquoi pas. Je pense que la plupart du temps, c'est pas un déni, c'est seulement une non-conscience qui a eu une fécondation. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, au bout d'une semaine ou deux, il y a la femme qui, à l'occasion de ces mouvements, parce qu'elle continue à vivre normalement, dans une vie qui est rude, parce que je vous rappelle, les conditions de vie des hommes et des femmes, il y a encore 50 ou 100 ans, étaient quand même très dures. Donc il fait qu'elle peut avoir simplement une perte, un petit peu de perte de sang. Elle lui dit, bon, ben, j'ai une perte de sang. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'éducation à la sexualité était inexistante. L'accompagnement, l'éducation des femmes sur comment se déroulait la grossesse, il n'y en avait pratiquement pas. Donc je pense que dans ce contexte-là, la plupart des femmes qui avaient un petit peu de perte de sang, comme ça, en dehors des règles, ne devaient pas trop s'inquiéter. Après, la fausse couche, elle est forcément reconnue quand il y a le constat de la femme validé par un médecin au bout de quelques semaines, je sais plus au bout de combien de temps le médecin il est capable de valider le fait qu'il y a vraiment un enfant quand il écoute avec le tétoscope. La femme, elle s'en rend compte au bout d'un mois parce que les règles ne reviennent pas. Généralement, il y a des règles qui varient, qui peuvent sauter. Donc c'est seulement au deuxième mois, elle va dire tiens, c'est bizarre, ça fait 2 mois d'affilée, ça fait beaucoup. Et après, c'est peut-être entre 2 et 3 mois que le médecin peut entendre battre le cœur. Et c'est seulement après, si effectivement il y a une fausse couche, que la mère perd l'embryon. Il sort avec du sang, et là, effectivement, elle est au courant qu'elle a fait une fausse couche. Il y a même des fois, il y a des femmes qui ont failli perdre la vie dans cette histoire, parce qu'il y a des fois des hémorragies très très violentes qui se mettent en place, et la femme, elle est à 2 doigts de décéder, quoi. Voilà. Donc le déni au sens déni, comme ça existe, le déni de grossesse, moi je dirais, j'y crois pas trop, parce que je l'ai très peu rencontré. Mais je laisse la porte ouverte en disant pourquoi pas, quoi. Voilà, pour répondre aux questions, attendez, je vais remettre en route le chat pour qu'on puisse les voir. Voilà. Donc la question, j'ai fait une fausse couche, et lorsque j'ai attendu mon fils, j'ai perdu son jumeau. Donc il y a deux choses différentes dans cette question, Chantal. Il y a tout d'abord le fait que vous avez eu une fausse couche, donc les 2 enfants que vous avez eus après, pendant la grossesse, à partir de la conception, ils sont porteurs du poids de la mort, tous les 2. Et après, l'autre question, c'est, sur les 2, vous en avez perdu un, et est-ce que ça pose un problème aussi? Oui, ça va poser un gros problème au jumeau qui est vivant, parce que je suis passé par là. J'ai perdu à la fois une jumelle et un jumeau au cours des premières semaines de vie, et ça m'a marqué toute ma vie. Là, malheureusement, il y a 2 choses différentes. Il y a vous, en tant que femme, qui avez perdu, je dirais, 2 enfants. Le premier en fausse couche et le jumeau que vous avez perdu. Donc ça, c'est vous qui êtes porteuse de cette souffrance-là et de l'empreinte de la mort. Et il y a aussi le problème du jumeau vivant, qui lui porte 2 fois l'empreinte de la mort, à cause de la fausse couche et à cause de son jumeau qu'il a perdu. Et c'est lui qui va avoir besoin d'avoir un soin. Voilà, en fonction de l'âge qu'il a, je ne sais pas quel âge il a, si vous pouvez lui en parler, mais je vous conseille vraiment de lui parler de tout ça, s'il est en âge d'entendre, s'il est ouvert à tout ça, parce que je peux vous garantir qu'il va être marqué toute sa vie. Moi, j'ai galéré toute ma vie à cause du fait d'avoir perdu non seulement un jumeau, mais surtout une jumelle.
ça devient délicat, si vous voulez, quand l'enfant il perd un jumeau qui correspond au sexe opposé, parce que le sexe opposé, c'est le sexe qui va naturellement attirer l'enfant. Donc si c'est un garçon, il va être attiré par des femmes, et si c'est une femme, il va être attiré par un garçon, par des hommes. Et donc toute la relation homme-femme et femme-homme, elle va être colorée par la perte de la jumelle ou la perte de la jumeau. Et là aussi, il faudrait que je fasse une vidéo, rien que là-dessus, parce qu'on pourra en parler longtemps, parce que c'est vraiment très très délicat, oui. Voilà, je vais revenir un peu en arrière pour pouvoir voir les questions. S'il n'y a pas eu de conception après une fausse couche, bah oui, parce que le fruit du poids de la mort, c'est seulement lié au fait qu'il y a eu une fausse couche. Qu'il y ait eu conception ou pas, bah, le poids, il est quand même là, oui. Après, le fait que le poids est là, il est moins gênant si la mère n'a pas donné naissance à un autre être. Elle le porte avec elle-même, mais c'est moins gênant que si elle a conçu un enfant et qui a vécu 9 mois dans son ventre, quoi. Je regarde aussi les questions qui sont là. Voilà. Après, ce que je peux vous dire aussi, attendez, là, je vois là. Voilà, bah c'est ça. Voilà, c'était Chantal. Est-ce que tu te partages par rapport aux jumeaux, c'est ça? Le jumeau survivant, il va porter un poids de la mort, il va porter encore pire, c'est le tabou d'exister. Je vais en parler aussi tout à l'heure, je pense, si je me trompe pas. Donc il va se retrouver complètement, je dirais, déconnecté de la pulsion de vie, avec une envie de vie. Il va plus être comme une âme en peine qui est désœuvrée, il sait pas qu'est-ce qu'il fait là, il n'a pas envie de vivre, il n'a pas de projet, il va galérer comme ça, comme une âme en peine toute sa vie. Et effectivement, il sait pas quoi faire de sa vie. Ça, c'est les symptômes classiques de, voilà. Et s'il est jeune, et après, vous allez voir, quand il va grandir, j'espère qu'il est seulement à l'adolescence et qu'il n'a pas vécu encore des expériences difficiles dans ses relations amoureuses ou ses relations sexuelles, parce que tout ça, ça va être complètement pollué par la perte de jumeaux ou la perte de la jumelle en fonction de ce qu'il a vécu. Oui. Voilà. Après, ce que je voudrais attirer votre attention, hein, et c'est le fruit de mon expérience, hein, c'est que généralement quand on pose des questions intimes sur les parents, du style « est-ce que vous m'avez vraiment désiré? Est-ce que vous vouliez vraiment un enfant ?» La plupart du temps, ils vont tous vous dire que vous étiez attendu avec impatience, que ça a été difficile. Et en réalité, si vous voulez, les parents, c'est eux qui sont dans le déni. Avec le temps, les parents, ils rentrent dans le déni, dans le déni de leur propre non-désir d'avoir des enfants. Là. Une fois que l'enfant est là, ils ont fini par l'accepter, ils finissent par oublier qu'au départ, ils n'étaient pas contents, ils en voulaient pas, quoi. Voilà. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà rencontré une femme qui n'avait pas de poitrine, qui était stérile, qui avait pratiquement pas de règles. Et la première séance que j'ai faite pour l'accompagner, elle m'explique que ses parents avaient des problèmes de stérilité. Ils ont mis 1 an pour arriver à la concevoir. J'entends ça, si ok, je fais mon diagnostic. Est-ce que je tombe sur quoi? Je tombe sur une blessure que je vais parler dans quelques instants. Je sais plus si c'est maintenant ou la prochaine fois, excusez-moi. C'est une tentative d'avortement qui a échoué. Donc elle me dit c'est pas possible, vous vous trompez. Écoutez, c'est pas un problème, on fait le travail et vous allez voir. Donc j'ai commencé à faire le travail et rapidement elle s'est mise en position fétale. Elle a commencé à gigoter, à pleurer dans tous les sens. Et quand j'ai fini mon travail, elle était complètement effondrée. Non pas parce que c'était violent pour elle, mais ce qui était violent pour elle, c'est comment elle a vécu ça. Et les yeux fermés pendant qu'elle gigotait, elle a carrément vu arriver une aiguille à tricoter et elle a bien vu qu'on cherchait à la faire passer. Voilà. Et ça c'était la vraie vérité. Je vous assure, j'ai surveillé avec beaucoup de douceur. Elle a mis 6 mois pour s'en remettre. Tellement pour elle, c'était impossible d'entendre, même si elle en a fait l'expérience elle-même, d'accepter que tout ce qu'on lui avait raconté au niveau de ses parents, qu'elle était désirée avec impatience, en réalité, c'était un enfant qui avait failli être parti, quoi. Voilà. Je vais répondre à une autre question. C'est est-ce vrai qu'il faut faire monter l'âme d'une fausse couche ou d'un IVG?
Oui, c'est sûr. Ben, non, c'est pas la même chose. Il y a deux questions différentes, Laura. La première question, c'est qu'effectivement, une âme qui est morte en fausse couche ou à partir d'une interruption volontaire de grossesse, c'est un acte qui est grave, c'est un meurtre, hein, au vrai sens, au vrai sens. Après, enfin, techniquement, c'est un meurtre. Après, il y a des fois, il vaut mieux tuer l'enfant plutôt que de faire rêver une âme et lui offrir une vie de galère où vraiment ça va être trop difficile pour lui. Donc, moi, personnellement, je suis ni pour ni contre. Pour moi, la seule personne qui doit décider si un enfant doit être mené à terme ou pas, en premier, c'est la femme, mais si possible, en concertation avec l'homme, parce que c'est eux qui vont s'occuper de l'enfant toute leur vie. Donc, les seuls, pour moi, qui sont autorisés, habilités à choisir, on le garde ou on le garde pas, c'est eux. C'est pas la société qui doit, ni aucune religion qui doit imposer ce que les couples doivent faire, à condition qu'ils se mettent d'accord, bien évidemment. Donc ça, c'est effectivement, il faut faire monter les âmes, c'est mieux, c'est préférable. Par contre, l'empreinte de la mort dans le ventre de la mort, de la mère, bah, il va quand même rester là, les enfants, parce que c'est pas le poids de la mort, c'est pas la présence de l'âme qui est morte qui reste accrochée. Ça, même si elle est là, ça va jouer. C'est vraiment l'empreinte de qu'est-ce qui s'est joué dans le ventre de la mort, dans le ventre de la mère au moment où un enfant décède. Voilà. Oui, il a 32 ans, d'accord. C'était une jumelle. Ah, voilà, c'est ce que je vous disais, voilà. Si lui c'est un homme, il a perdu une jumelle, je peux vous dire que moi, ça fait très longtemps que je travaille sur moi et la plupart de mes relations amoureuses, elles ont toujours été galères. Donc voilà, donc s'il a 32 ans, si vous pouviez lui expliquer tout ça, ça serait vraiment intéressant qu'il accepterait de commencer de faire un travail à distance avec moi, parce que je sais très bien travailler cette blessure-là, parce que c'est une blessure, si vous voulez, c'est un impact, comme je le dis, c'est une seule blessure, mais en réalité, elle est tellement grave, c'est comme un bulldozer, c'est plus gros qu'un bulldozer. Je vais vous donner une image qui est un peu violente, c'est pour vous montrer qu'est-ce que ça lui a fait. Vous pouvez vous aussi lui expliquer cette image-là s'il veut comprendre avec une image matérielle qu'est-ce que ça fait. Vous prenez un gros camion de 30 tonnes comme ça qui roule à 100 à l'heure sur l'autoroute, vous mettez un mur en béton devant et le camion il se fracasse dessus. Vous voyez ce que ça fait au mur, est-ce que ça fait au camion? Ben, la perte d'un jumeau ou d'une jumelle dans la vie intra-utérine, ça fait ça. J'ai mis des dizaines d'années pour m'en remettre. Déjà, je ne le savais pas, ma mère non plus. J'ai mis des dizaines d'années avant d'apprendre que ça pouvait exister, de commencer à me douter et de commencer à faire le travail pour faire émerger ça. Et même quand ma mémoire s'est ouverte, d'abord pour le jumeau et après pour la jumelle, j'ai mis encore de nombreuses années pour guérir ça, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore créé toutes les séquences de sons que j'ai créées maintenant, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est une blessure qui est très très grave, quoi. Et donc le plus grand cadeau que vous pouvez faire à votre fils, je vous dis ça vraiment avec mon cœur, c'est vraiment lui faire comprendre qu'il a un gros problème et que s'il le traite pas, il va galérer jusqu'à la fin de sa vie. Dans cet état-là, il n'y a rien qui va changer et que en quelques séances, ça peut débloquer des choses et ça peut changer sa vie, quoi. Voilà, je lis encore la suite. Ben, pour la mère, c'est pas gênant. Ben, il y a la mère qui va porter dans son ventre, je dirais, le poids de la mort. Jusqu'à présent, si vous voulez, j'ai encore jamais accompagné une femme pour elle-même pour ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un travail quand une femme elle s'est fait avorter, pas parce qu'elle porte le poids de la mort dans son ventre, mais parce qu'elle a pris la décision de s'avorter, et ça, pour une femme, c'est une blessure terrible. Donc ça aussi, les femmes qui ont choisi à contre-cœur, parce qu'elles étaient coincées, effectivement, de choisir de faire une interruption de grossesse, ben, on peut aussi traiter ça en séance individuelle. Voilà, mais c'est un autre sujet là. C'est pas seulement l'empreinte énergétique de l'enfant qui est mort dans son ventre là. Je sais bien, Chantal, là je suis en compassion parce que je connais ça très bien malheureusement. Il y a la plupart des temps, la plupart du temps, et encore ça a changé depuis une dizaine d'années, mais il y a encore 20 ans ou 30 ans quand j'ai commencé à parler de tout ça, dès que je parlais d'un problème, les gens me répondaient mais moi je suis pas fou, j'ai pas besoin d'aller voir un thérapeute ni un psychologue. Ouais, donc en gros, on allait voir un psychologue quand on était fou. Donc en gros, et les gens ils confondent la psychiatrie où la personne est réellement folle, il faut carrément l'enfermer, avec le fait d'être mal avec soi-même, d'être mal dans sa vie et d'avoir une vie qui est vraiment très compliquée et très difficile. Ouais.
C'est vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. Et puis après, effectivement, quelqu'un qui veut pas travailler sur lui, on peut rien faire. Moi, personnellement, je refuse de faire des soins à distance pour quelqu'un qui donne pas son accord. Voilà, c'est un principe, parce que pour moi, l'amour, c'est la liberté. Et quand on aime quelqu'un, même quand il fait quelque chose qui ne semble pas bon, on n'a pas le droit d'interférer dans sa vie, à son insu. Donc si vous arrivez à le convaincre que vous pouvez lui offrir le soin en disant voilà, tu veux pas le faire, t'es pas intéressé, tu veux pas le payer, si tu veux, je te l'offre pour ton anniversaire, je te l'offre pour Noël, mais il faut qu'au final, il soit d'accord. Donc faites attention parce qu'il y a des personnes des fois qui me font croire que la personne donne son accord, mais avant de faire le soin, je vérifie quand même si le mail de qu'on m'a envoyé en me disant il est d'accord, si c'est vrai quand même, quoi. Parce qu'effectivement, sinon ça devient un mensonge, c'est une tromperie, et pour moi, on n'a pas à agir sur quelqu'un s'il n'est pas d'accord, voilà. Et quand je dis ça, je parle pas du tout de vous, Chantal, bien évidemment. J'ai déjà vécu ça d'autres fois, c'est pour ça que je suis prudent. Et maintenant, après, c'est plus pareil. Ça. La notion de non-assistance à personne en danger, pour moi, la référence et la loi, c'est une personne en danger de mort immédiate, quoi. C'est quelqu'un qui est en train de vouloir se suicider, c'est quelqu'un qui est en train de mourir d'une crise cardiaque, quelqu'un qui saute à l'eau pour se suicider. C'est vraiment une assistance à personne en danger à proximité, à mort immédiate. Parce qu'après, effectivement, on peut dire que lui aussi, comme il en bave, il est en danger, mais si on sort du cadre légal qui est le danger immédiat de mort, euh, tout devient danger, et après on valide tout, et n'importe qui peut faire pour n'importe quoi, quoi. C'est pour ça que je fais vraiment la différence, quoi. Mais vous savez, moi, ça m'a beaucoup coûté de faire ça, hein. J'ai connu des aides que j'accompagnais, qui faisaient 2 rendez-vous et qui voulaient déjà changer radicalement. Je leur disais, mais c'est trop tôt. Ça fait 15 ans que vous travaillez sur vous n'avez jamais eu de résultat. Laissez-moi quand même 6 mois, à raison d'une séance par mois. 6 séances, c'est rien par rapport aux dizaines et dizaines que vous avez déjà fait. Et dans 6 mois, vous verrez que vous avez changé. Donc, ils veulent pas attendre. Je leur dis, bah, tant pis pour vous. Vous allez encore galérer. Et puis, ils me croient pas. Et je le sais bien. Mais là, par contre, là, vous savez ce que c'est dans ce cas-là, c'est non-assistance à personne à danger de soi à soi, quoi. C'est la personne qui est en faute professionnelle, en faute éthique et morale, d'être en non-assistance par rapport à elle-même, qui se laisse mourir parce qu'elle refuse de travailler sur elle, parce que elle a fait beaucoup de choses, elle a plus le courage de continuer, quoi. C'est une forme de suicide maquillé. C'est une forme de renoncer à se battre, à se soigner, et donc c'est une forme passive de choisir qu'à long terme, ben, il y aura peut-être une mort, une maladie, un accident ou un suicide qui va arriver, quoi. Voilà, ça c'est encore ça aussi, tu vois, des thèmes de visio, mais qu'est-ce que je pourrais en faire? Voilà. Si vous avez plus de questions, parce que c'est avec leur tourne, on va passer maintenant à la troisième blessure. La troisième blessure, c'est la conception après la mort subite du nourrisson. Il y a malheureusement des couples ou des mères, quand elles sont seules, qui perdent subitement un nourrisson. Il me semble que ça se met en place quelques semaines, quelques mois après la naissance. Pour le moment, la science officielle n'est pas capable d'expliquer la cause, parce que quand on fait des analyses médicales, il n'y a rien, sauf que l'enfant, ben, il est mort, donc il n'est pas mort étouffé, et il arrête de respirer et il décède pour des raisons inconnues. Et donc ce qui se passe, c'est que ben, ça met les parents dans un deuil qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus souffrant, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus long à faire que lorsque c'est seulement une fausse couche, parce que là, l'enfant, il est arrivé à terme, il est sorti du ventre de la mère l'a pris dans ses bras, le père aussi. Il y a vraiment un nouveau début de vie de couple à 3 qui se met en place, et malheureusement, il y a l'enfant qui se retire à un moment donné. Donc ça, au niveau de la mère, c'est vraiment très très violent. Et donc il y a vraiment tout ce poids du deuil qui se met en place. Et donc quand l'enfant qui naît après une mort d'un nourrisson, ben, ça donne une blessure, des séquelles qui sont encore plus graves que un enfant qui est conçu et qui est mené à terme et qui naît après une fausse couche, parce que c'est pas seulement la mort d'un embryon minuscule où l'homme commence tout juste à l'habiter, c'est un être complet, une âme complète qui s'est incarnée, qui est partie, voilà. Donc généralement, c'est les mêmes symptômes que la blessure précédente, c'est les mêmes symptômes que celle-ci, mais c'est renforcé par 10 dans la puissance, et surtout dans l'incapacité à vivre pour soi, et l'incapacité à être vraiment soi-même, quoi. Et dans les cas extrêmes aussi, j'ai vu aussi, comme dans la blessure précédente,
c'est le second enfant qui naît après la mort du nourrisson, eh ben, il devient le fantôme de l'enfant avant lui. Pourquoi? Parce que généralement, il va être habillé, déjà dans l'esprit des parents, quand il y a une mort d'un nourrisson, ils veulent le plus vite possible en avoir un autre pour effacer la douleur. C'est qu'à un niveau inconscient aussi, c'est comme si le nouvel enfant qui naît, c'est la suite du premier, il prend sa place. Mais en même temps, ben, il couche dans le même lit, il couche dans la même pièce, il porte les mêmes vêtements. Il y a très peu de parents, surtout à notre époque de notre conception. Je parle pas de notre époque d'aujourd'hui, qui ont conscience que un enfant qui a porté des vêtements, le lit, le landau, tout ça, si c'est dedans qu'il est mort, ben, il vaut mieux se débarrasser de tout ça et repartir à zéro pour accueillir un nouvel enfant. Il y a parfois des parents qui font l'erreur de donner au nouvel enfant le même prénom que celui qui est mort. Donc ça veut dire que le pauvre nouveau nourrisson, il va être complètement le fantôme de celui qui est mort avec lui. Et donc ça va amener pour lui l'incapacité à être lui-même et l'incapacité à vivre. Voilà. Et ça aussi, bah, malheureusement, pour votre tante, bah, ça va être très très difficile de porter ce prénom-là. Il faudrait qu'elle fasse un travail pour se libérer de ça, sinon effectivement, elle ne pourra jamais être complètement elle-même, quoi. Elle va porter la pression, l'obligation d'être l'autre. Et vous savez, il y a des liens très très forts, hein. Il y a des personnes, quand elles portent le prénom de quelqu'un qui est mort de façon particulière, même au niveau de ses goûts, elle va récupérer les goûts, les préférences, les aversions de la personne qu'elle remplace. J'ai souvent vu ça à une époque où je pratiquais, enfin, j'accompagnais en faisant des constellations familiales. Donc quand on dit être le fantôme de quelqu'un, c'est pas seulement une vue théorique, c'est pas une vue intellectuelle ou philosophique ou psychologique, c'est une vraie réalité. L'âme, elle est tellement imprégnée par l'énergie de l'être qu'elle remplace, soit en tant que j'ai perdu le mot, soit en tant que embryon, soit en tant qu'être complet, que la personne ne peut pas être elle-même, quoi. Voilà. Donc ça aussi, c'est une blessure qui est terrible parce que il y a beaucoup d'êtres comme ça qui sont coincés, ils vont passer toute leur vie et jamais ils ne pourront être vraiment eux-mêmes à cause de ça. Oui. Ah oui, je vous assure, les blessures de la conception, je connais pas grand monde enfin, je connais pas tous les thérapeutes de la Terre, mais en tous les cas, j'ai jamais connu un thérapeute qui connaissait ses blessures aussi bien que moi, parce que c'est comme je vous l'ai expliqué hier et tout à l'heure, c'est pas une connaissance que j'ai récupérée suite à une formation, suite à un diplôme à la fac avec un bac plus 5 de psychologie. C'est le fruit de mon expérience, des milliers d'heures de travail que j'ai fait sur moi-même et des milliers d'heures que j'ai passées au contact de la souffrance des gens que j'accompagne. Donc tout ça, c'est des reportages en direct du début d'incarnation de l'âme. C'est ça que j'ai expliqué aussi dans la page de la conférence avec le texte que j'ai mis qui présentait un petit peu tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Sinon, on va passer aux autres. Il y en a encore 3 à traiter. Puis après, je vous expliquerai comment on peut se libérer de tout ça. La troisième blessure, c'est la conception après la mort subite du nourrisson. Il y a malheureusement des couples ou des mères, quand elles sont seules, qui perdent subitement un nourrisson. Il me semble que ça se met en place quelques semaines, quelques mois après la naissance. Pour le moment, la science officielle n'est pas capable d'expliquer la cause, parce que quand on fait des analyses médicales, il n'y a rien, sauf que l'enfant, ben, il est mort, donc il n'est pas mort étouffé, et il arrête de respirer et il décède pour des raisons inconnues. Et donc ce qui se passe, c'est que ben, ça met les parents dans un deuil qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus souffrant, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus long à faire que lorsque c'est seulement une fausse couche, parce que là, l'enfant, il est arrivé à terme, il est sorti du ventre de la mère l'a pris dans ses bras, le père aussi. Il y a vraiment un nouveau début de vie de couple à 3 qui se met en place, et malheureusement, il y a l'enfant qui se retire à un moment donné. Donc ça... Au niveau de la mère, c'est vraiment très très violent. Et donc il y a vraiment tout ce poids du deuil qui se met en place. Et donc quand l'enfant qui naît après une mort d'un nourrisson, ben, ça donne une blessure, des séquelles qui sont encore plus graves que un enfant qui est conçu et qui est mené à terme et qui naît après une fausse couche, parce que c'est pas seulement la mort d'un embryon minuscule où l'homme commence tout juste à l'habiter, c'est un être complet, une âme complète qui s'est incarnée, qui est partie, voilà.
Donc généralement, c'est les mêmes symptômes que la blessure précédente. C'est les mêmes symptômes que celle-ci, mais c'est renforcé par 10 dans la puissance et surtout dans l'incapacité à vivre pour soi et l'incapacité à être vraiment soi-même, quoi. Et dans les cas extrêmes aussi, j'ai vu aussi, comme dans la blessure précédente, c'est le second enfant qui naît après la mort du nourrisson, eh ben, il devient le fantôme de l'enfant avant lui. Pourquoi? Parce que généralement, il va être habillé, déjà dans l'esprit des parents, quand il y a une mort d'un nourrisson, ils veulent le plus vite possible en avoir un autre pour effacer la douleur. C'est qu'à un niveau inconscient aussi, c'est comme si le nouvel enfant qui naît, c'est la suite du premier, il prend sa place. Mais en même temps, ben, il couche dans le même lit, il couche dans la même pièce, il porte les mêmes vêtements. Il y a très peu de parents, surtout à notre époque de notre conception. Je parle pas de notre époque d'aujourd'hui, qui ont conscience que un enfant qui a porté des vêtements, le lit, le landau, tout ça, si c'est dedans qu'il est mort, ben, il vaut mieux se débarrasser de tout ça et repartir à zéro pour accueillir un nouvel enfant. Il y a parfois des parents qui font l'erreur de donner au nouvel enfant le même prénom que celui qui est mort. Donc ça veut dire que le pauvre nouveau nourrisson, il va être complètement le fantôme de celui qui est mort avec lui. Et donc ça va amener pour lui l'incapacité à être lui-même et l'incapacité à vivre. Voilà. Et ça aussi, bah, malheureusement, pour votre tante, bah, ça va être très très difficile de porter ce prénom-là. Il faudrait qu'elle fasse un travail pour se libérer de ça, sinon effectivement, elle ne pourra jamais être complètement elle-même, quoi. Elle va porter la pression, l'obligation d'être l'autre. Et vous savez, il y a des liens très très forts, hein. Il y a des personnes, quand elles portent le prénom de quelqu'un qui est mort de façon particulière, même au niveau de ses goûts, elle va récupérer les goûts, les préférences, les aversions de la personne qu'elle remplace. J'ai souvent vu ça à une époque où je pratiquais, enfin, j'accompagnais en faisant des constellations familiales. Donc quand on dit être le fantôme de quelqu'un, c'est pas seulement une vue théorique, c'est pas une vue intellectuelle ou philosophique ou psychologique, c'est une vraie réalité. L'âme, elle est tellement imprégnée par l'énergie de l'être qu'elle remplace, soit en tant que j'ai perdu le mot, soit en tant qu'embryon, soit en tant qu'être complet, que la personne ne peut pas être elle-même, quoi. Voilà. Donc ça aussi, c'est une blessure qui est terrible parce que il y a beaucoup d'êtres comme ça qui sont coincés, ils vont passer toute leur vie et jamais ils ne pourront être vraiment eux-mêmes à cause de ça. Oui. Ah oui, je vous assure, les blessures de la conception, je connais pas grand monde qui a, enfin, je connais pas tous les thérapeutes de la Terre, mais en tous les cas, j'ai jamais connu un thérapeute qui connaissait ses blessures aussi bien que moi, parce que c'est comme je vous l'ai expliqué hier et tout à l'heure, c'est pas une connaissance que j'ai récupérée suite à une formation, suite à un diplôme à la fac avec un bac+5 de psychologie. C'est le fruit de mon expérience, des milliers d'heures de travail que j'ai fait sur moi-même et des milliers d'heures que j'ai passées au contact de la souffrance des gens que j'accompagne. Donc tout ça, c'est des reportages en direct du début d'incarnation de l'âme. C'est ça que j'ai expliqué aussi dans la page de la conférence avec le texte que j'ai mis qui présentait un petit peu tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Sinon, on va passer aux autres. Il y en a encore 3 à traiter. Puis après, je vous expliquerai comment on peut se libérer de tout ça. Aborder maintenant la 4e blessure primordiale de l'âme en incarnation, c'est la conception après une interruption volontaire de grossesse. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est que fondamentalement, il n'y a aucun jugement de ma part, hein. Quelles que soient les bonnes raisons de la femme, de la mère ou des deux parents de dire cet enfant-là, d'une part, on n'en voulait pas. C'est trop difficile pour nous parce qu'on n'est pas encore mariés, ça va être la galère, on n'a pas les moyens, les ressources financières pour accueillir cet enfant. On appartient à des milieux sociaux très différents qui fait que il y a encore 50 ou 100 ans, ceux qui étaient riches, ils se mariaient pas avec des ouvriers. Il y a aussi le problème de la confession religieuse. Les religions à l'époque, des musulmans et des chrétiens ou des juifs et des musulmans, quand ils tombent amoureux l'un de l'autre, c'était la galère jusqu'à la fin de leur vie. Donc ils peuvent se dire, nous, on préfère ne pas avoir d'enfants. Et il y a aussi les problèmes de racial, donc les couleurs de race. Vous connaissez comme moi tous les problèmes qu'ont eu les Africains, les êtres qui sont de peau noire, quand ils sont hommes ou femmes, quand ils sont avec un partenaire de peau blanche et qui sont en Occident
et même chez eux, parce que chez eux aussi, ils sont aussi des métis. Donc je peux comprendre que des parents, ils ont des 1000 bonnes raisons de dire l'enfant, on le garde pas et on va faire une interruption volontaire de grossesse, quelle que soit la technique utilisée. Donc ça, moi, je vous dis bien, j'ai aucun état d'âme par rapport à ça, c'est aux parents de décider. Par contre, quand je me place de la part de l'âme en incarnation, quand je me place de comment l'âme vit ça, c'est effectivement une tentative d'assassinat. C'est plus qu'une tentative. Ah oui, c'est que ça a réussi. C'est qu'il y a eu un avortement qui a réussi, et donc il y a une âme qui est morte, un être qui est mort dans le ventre de la mère. Donc non seulement il y a l'empreinte de la mort dans le ventre de la mère, mais en plus il y a aussi l'empreinte de l'assassinat. Et donc l'être qui est conçu après une interruption volontaire de grossesse, il va porter non seulement le poids de la mort, il va aussi porter le fait qu'avant lui, un être a été assassiné. Et quand une âme s'incarne, comme tout ça c'est au niveau énergétique et émotionnel, elle ne fait pas la différence. Donc un être qui naît après une tentative d'avortement, c'est un être qui va tout au long de sa vie, il va systématiquement se sentir pas aimé de ses parents, parce que il va reprendre à son compte le fait qu'on a essayé de le tuer. Et donc pour lui, c'est à un niveau inconscient, bien évidemment. Hein. En conscience, il est totalement ignorant de tout ça, mais à son insu, il va récupérer le poids de la mort et la tentative d'assassinat pour lui. Et donc il va croire que c'est lui, que la mère et que le couple a essayé de faire passer. Ça veut dire que ça va l'amener dans un refus de vivre. Ça peut l'amener dans les cas extrêmes, ce que j'appelle le tabou d'exister. C'est je n'ai pas le droit d'exister. Et ça me rappelle aussi quelqu'un qui va se reconnaître ce soir, mais je dirais pas qui c'est. Oui, si tu veux, Laura, c'est vrai que c'est pire que de cette façon-là, c'est pire que qu'un assassinat, parce que lui, il est tellement impuissant et il subit tout sans rien pouvoir faire. Donc, mais ce que ça va amener. Ce que ça va amener comme difficulté dans les cas extrêmes que j'ai déjà vus, c'est maman, la plus grande preuve d'amour que je peux te donner, c'est d'accepter de mourir. Vous voyez, donc ça c'est un être qui a reçu une telle blessure pendant la conception ou après pendant la vie intra-utérine, que sa conviction profonde à elle, et c'est la vérité, c'est le comportement des parents ou les pensées, les émotions des parents qui ont induit cette croyance bétonnée chez la personne. C'est que je t'aime et la plus grande preuve d'amour que je peux te donner, c'est moi, c'est d'accepter de mourir et cesser de vivre. Ça montre à quel point les parents étaient contre l'arrivée de cet enfant, même si maintenant ils racontent le contraire, parce que là aussi, le déni des parents sur qu'est-ce qui s'est réellement passé au début de la grossesse, ce qu'ils vous racontent, c'est vraiment pas fiable, parce que il y a plein de pressions, il y a plein de raisons religieuses et éthiques qui font que des fois, le couple, il pense vraiment se débarrasser de l'enfant pendant quelques jours, et donc la pensée, elle est créatrice et l'enfant, il la capte, donc pour lui, c'est on veut me tuer, et après, à cause ils en parlent, le prêtre intervient, la famille aussi, et ils décident quand même de le garder. Mais il suffit que pendant quelques heures, quelques minutes ou quelques jours, ils aient vraiment envisagé en disant non, on ne veut pas le garder, et ça y est, l'enfant, lui, il sait que on va bientôt le tuer et qu'il va bientôt mourir, quoi. Donc c'est des marques à vie, ce genre de blague-là. Donc ça aussi, cette blessure-là, elle est vraiment très 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 difficile. Ceux parmi vous qui avez vécu ça, je vous conseille plutôt de prendre le soin complet. C'est le soin le plus complet, tout à l'heure je vais en parler. Et ce soin-là, je vous conseille aussi après de prendre quelques rendez-vous individuels pour voir, parce qu'il y a en une seule séance, là le soin à distance qu'on va faire sur ce thème-là, c'est seulement l'impact. C'est-à-dire c'est la blessure d'avoir subi une tentative d'assassinat, mais après il y a aussi toutes les autres séquelles qu'il va falloir traiter. Donc je vous conseille après de prendre quelques séances pour pouvoir se libérer de ça, quoi. Ça, je comprends, Laura, je te comprends. Il y a vraiment malheureusement beaucoup de femmes qui font des dépressions nerveuses dans les mois qui suivent une interruption de grossesse, même si elle est volontaire. Vous savez pourquoi? Je dis pas ça pour blesser les femmes, mais fondamentalement, c'est la plus grande négation de la part féminine que vous pouvez porter que d'accepter un avortement, même quand vous avez pas le choix, parce que la femme biologiquement parlant et humainement parlant, spirituellement parlant et psychologiquement parlant, elle est faite pour porter la vie et donner la vie. Donc une femme qui choisit d'interrompre la vie et de donner la mort, faut vraiment qu'elle soit hyper coincée.
elle n'a pas le choix, et des fois elle est vraiment coincée. Et effectivement, je déplore qu'actuellement, au niveau médical, ils ont l'impression, parce que j'ai déjà entendu ça, hein, il y a des gynécos qui confondent une femme et une voiture. Donc ils ouvrent le capot, comme ils voudraient réparer une voiture, ils soulèvent le capot. Moi, le gynéco qui accompagnait ma femme, je veux dire, il a fait ça une fois, et je l'ai engueulé, et puis pour mon deuxième enfant, on a changé de gynéco, et il écartait les jambes de ma femme, et il rentrait les mains dedans, histoire de voir ce qui se passe. Je disais, j'étais effaré, quoi, sans délicatesse, sans rien. Je me disais, mais il est fou ce mec-là, c'est le sexe de ma femme qui touche là, et c'est pas une voiture, on soulève pas le capot, il est pas en train de changer une pièce, et ensuite, voilà. Donc effectivement, il y a aussi un travail qu'on peut faire aussi, c'est pour les femmes qui ont malheureusement été obligées de faire un ou plusieurs avortements, choisis, contraints, mais choisis quand même. Il y a aussi un travail de guérison du féminin à faire, parce que c'est une atteinte très très grave à votre féminité. Il y a des personnes... Je te fais rire, bah écoute, tant mieux si je te fais rire, parce que je peux te dire que j'ai tellement vu de femmes qui avaient été obligées de faire ça, et des fois elles ne veulent pas, c'est la famille ou le compagnon qui l'oblige à faire un avortement. Donc l'avortement, il est même pas volontaire, il est forcé et contraint. Je peux te dire, ça fait de la casse, et il y a des femmes qui s'en remettent jamais. Et puis forcément, la psychologie moderne ne fait pas le lien avec ça, donc tiens, c'est bizarre, j'ai une femme qui est dépressive. Il y a personne qui fait le lien entre, tiens, c'est bizarre, elle a commencé à être dépressive quelques mois après l'avortement, comme pour tout le monde, c'est juste une petite pilule, et on fait passer, comme il disait, et sauf que la femme, elle reste avec une sacrée blessure, et qui va lui pourrir la vie jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette blessure-là? Sinon, on va continuer, et puis on va passer à la suivante. Alors ça, c'est une autre question, ça. Je vais... comment je vais répondre à ça? Oui, pour pouvoir... Comment vous dire ça? C'est là où je... Vous savez, comme je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais faite il y a maintenant 3-4 ans quand je suis passé au grand changement, quand je disais, ce qui était intéressant, c'est pas les questions que vous posez, ni les réponses que vous avez envie d'avoir, c'est pourquoi vous posez cette question-là et qu'est-ce qui se cache derrière. Donc là, je dis pas ça spécialement pour Guylaine, mais c'est une remarque que je ferai aussi quand je vais commencer à faire des visios publiques sur le thème des grandes illusions spirituelles. Ça, c'est une question qui est alimentée par une grande illusion spirituelle qui est actuellement dominante sur Terre, qui est hégémonique. C'est l'histoire des plans d'incarnation où l'âme, elle décide tout. Donc une âme, elle ne voulait pas vivre sur Terre, et coup de chance, il y a sa mère qui l'a fait passer. Moi, je vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais toutes ces illusions, je les ai rencontrées, je les ai démontées et je les ai mises toutes à la poubelle. Voilà. Donc, quand une âme s'incarne, c'est qu'elle veut vivre. Sinon, elle s'incarnerait pas. Parce qu'une âme, elle n'est pas perverse, elle n'est pas folle, elle n'est pas manipulatrice. Elle veut vivre, elle s'incarne. Après, ce qui se passe, c'est du ressort des parents, quoi. Et donc ça je détaillerai ça dans quelques semaines ou quelques mois quand je commencerai à lancer, parce que je sais que c'est un thème qui va être hyper polémique. Je sais qu'avec ça, je vais me faire tirer dessus de partout. Je vais me faire de nombreux ennemis. J'en ai déjà pas mal comme ça parce que je suis pas comme les autres. Je raconte pas la même chose. Vous savez, il y a actuellement dans le monde du spirituel, il y a une espèce de jet set, il y a une espèce de pensée unique. Tous ceux qui pensent comme la pensée unique, on leur fait les tapis rouges, on leur porte la brosse, tout va bien. Et dès qu'on a une pensée qui est originale, qui est pertinente et qui est différente des autres, on est tout de suite rejeté parce qu'on est le vilain canard. Depuis que je suis petit sur Terre, j'ai toujours été le vilain canard, j'ai l'habitude, ça me gêne pas. Il faut que je vois maintenant, est-ce qu'il y aura suffisamment de personnes qui veulent entendre, qui veulent se libérer de ces illusions spirituelles. C'est ça qui ferait, peut-être que je ferai l'essai 2-3 fois. Si les gens sont intéressés, il y a au moins un minimum un vrai public, je continuerai. Si ça intéresse personne, c'est plus mon problème, parce que je leur ai tendu la perche. S'ils veulent pas la prendre, ils resteront dans les illusions, et ils continueront à tourner en rond, comme moi j'ai tourné en rond pendant 30 ans, quoi, voilà. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus pour Guylaine et pour Laura, parce que ça va emmener beaucoup trop loin. Et il faut vraiment, vous savez, chaque fois que j'ai essayé ça, c'était très difficile, j'ai été très critiqué. Ça veut dire que quand je ferai ces conférences-là, je vais mettre en gros titre: si vous ne voulez pas changer de vos croyances spirituelles, si vous ne voulez pas être mis en cause profondément dans vos croyances spirituelles, surtout, vous ne venez pas à ces conférences. Moi, les personnes qui peuvent entendre ce que j'ai à dire, c'est des gens qui tourneront au niveau spirituel depuis longtemps,
qui ont tellement tourné en rond, qui ont plein de fait de choses, qui ont pratiqué plein de choses, et ils voient que ça marche pas, et ils se disent comme moi il y a 30 ans, mais bonsoir, comment ça se fait que je galère et il n'y a rien qui bouge pour moi malgré mes 20 ans ou 30 ans de travail perso. Quand vous êtes prêt à remettre en cause tout ce que vous savez, tout ce que vous croyez savoir, tout ce que les autres vous ont raconté comme étant vrai, quand vous êtes prêt à remettre en question tout ça, vous êtes mûr pour travailler avec moi, vous allez voir, vous allez avancer très vite. Tant que vous n'êtes pas mûr, vous croyez comme tout le monde, à 2000% que c'est la vérité et que vous voulez pas entendre le contraire, c'est clair qu'il vaut mieux ne pas venir à une de mes conférences spirituelles parce que vous allez être pris à contre-courant et c'est pas bon, quoi. Vous allez être pas bien et puis vous allez devenir agressif à mon égard et ça m'intéresse pas. J'ai déjà assez donné là-dessus. Donc c'est clair que je vais prendre encore le temps de réfléchir avant de faire ces conférences-là parce que elles sont pour moi à très haut degré de risque. J'ai pas envie. J'ai déjà pris beaucoup de coups dans ma vie. J'ai pas envie d'en prendre davantage. Je veux bien en prendre un minimum, mais par rapport à des gens qui sont prêts à faire un saut quantique et à passer dans une autre réalité en dehors du monde de la religion, au dehors du monde du spirituel, parce que maintenant les traditions spirituelles, les mouvements spirituels sur Terre, c'est comme les religions, c'est une nouvelle religion, mais qui vaut pas mieux que les anciennes religions. En gros, on a remplacé des religions structurées, que vous connaissez, les 4 ou 5 religions mondiales les plus connues, on a remplacé ça par un grand mouvement mondial spirituel qui vaut pas mieux, parce qu'il y a plein de divisions spirituelles dedans, quoi. Voilà. Et je ferme la parenthèse sur ce thème-là. On en parlera plus tard à l'occasion des futurs visios. Si vous avez envie de venir, mais si vous voulez venir, vous sachez que vous allez apprendre des choses, mais ça va bousculer vos croyances fondamentales. Voilà. Commencer maintenant sur cette nouvelle 5e blessure primordiale de l'âme en incarnation. C'est le thème de la conception violente. Tout à l'heure, quelqu'un a dit au niveau de la conception, il faut être deux pour être d'accord, ou est-ce qu'elle est désirée des deux côtés? Ça, c'est un bon exemple. C'est une conception violente. En réalité, c'est un rapport sexuel qui est violent. C'est un rapport sexuel qui a lieu avec l'absence de consentement de la mère, donc c'est un viol physique, et il y a aussi un viol symbolique qui cette fois-ci correspond à une mère qui est consentante pour avoir un rapport sexuel, mais dans ses croyances spirituelles, dans toutes ces croyances qui nous font croire que la sexualité c'est mal, c'est péché, c'est dégoûtant et c'est sale, ben, la mère consentante, elle peut vivre aussi la conception avec dégoût. Et dans les deux cas, comme la mère vit le rapport avec dégoût, parce que pour elle c'est dégoûtant, ou parce qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle est abusée et qu'elle est violée, ben, l'enfant il va être imprégné de ce dégoût. Et en plus, si c'est un vrai viol physique, il y a aussi la violence masculine qui va imprégner la première cellule et donc l'embryon complet. Et donc plus tard, quand l'embryon va grandir, le naître va naître et il va grandir, il va porter lui aussi ce dégoût, mais ça va être un dégoût de lui-même, à son insu, je vous dis bien, l'être, il va se vivre lui-même comme étant dégoûtant, comme étant lui-même monstrueux, comme étant lui-même diabolique, et ça va aussi amener la haine de soi. Et je suis passé par là aussi. Ma mère n'a pas vécu le viol avec dégoût, elle a vécu autre chose durant la vie intra-utérine qui fait que moi-même j'ai éprouvé du dégoût par rapport à moi-même. J'ai très longtemps à mon insu, ou presque des fois, c'était presque à la limite de ma conscience, je me vivais comme étant monstrueux et je portais une haine de moi qui était énorme, colossale. J'ai encore jamais rencontré quelqu'un parmi les centaines de personnes que j'ai accompagnées qui s'approchait du niveau de haine que j'avais par rapport à moi. Si, il y a peut-être quelques petites personnes, mais le nombre il est vraiment réduit. Je sais même pas s'il y en a 5 qui rentrent dans cette catégorie-là, quoi. Et quand je parle de ces 10 là, si je rajoute la haine de moi avec tout ce qui se passe sur les vies passées et et après au niveau galactique, au niveau de ce qu'on appelle des moi multidimensionnels ou des extensions d'âme, là ça devient difficile de me rejoindre. Et par contre, c'est pas un privilège de me rejoindre sur la haine totale de moi, parce que ça va amener beaucoup de difficultés, un sacré dégoût de vous-même. Donc je sais plus ce que j'ai raconté, mais en gros j'ai quand même enrobé pour pas que ça soit violent, parce qu'en plus c'était le premier rendez-vous. Je connais pas la personne, je connais pas encore sa capacité à entendre des choses qui peuvent être bouleversantes pour elle et très blessantes. Donc j'ai dû bien enrober comme je fais souvent. Et puis donc je commence le soin. Et pendant le soin, il commence à rôter, il commence à avoir des renvois.
à tel point que j'ai cru qu'il allait vomir, et je suis parti en courant chercher une bassine. Donc il s'est assis, et je lui ai donné la bassine, et donc il est resté assis au moins un quart d'heure comme ça, comme s'il allait vomir. Il a pas vomi, mais après, une fois que ça s'est arrêté, je lui ai demandé de partager tout ce qu'il a vécu au début de la séance et pendant la séance, et à ma grande surprise, parce que c'était la première fois que je rencontrais ça, maintenant j'ai l'habitude de rencontrer ça, il s'est vu carrément en train de vomir des diables. Voilà. C'est-à-dire que le dégoût de la mère, sa conviction profonde, elle était hyper catho, faire l'amour, c'est pas bien, c'est mal, c'est malsain, c'est diabolique. Et ben, l'enfant, il a récupéré tout ça, et ça veut dire que il se vivait lui aussi comme étant monstrueux et comme étant diabolique, voilà. Et après, effectivement, dans les séances qui ont suivi, son rapport lui-même a commencé à changer, et le rapport avec sa compagne a commencé aussi à changer. Voilà. Attendez, je vais remettre le chat ici. Je finis juste ça pour voir s'il y a des questions spécifiques sur le thème de la conception vécue avec dégoût. Je peux vous dire qu'il y a au moins 80% des mères de l'époque de nos mères, donc des mères, les personnes qui maintenant elles ont entre 50 et plus, vous pouvez être sûr qu'il y a 9 chances sur 10 pour que votre mère elle ait vécu le rapport sexuel qui a présidé à votre conception avec dégoût. Donc généralement, les blessures les plus courantes dans cette génération, c'est conception non désirée, couplée avec une conception vécue comme un dégoût. Vous voyez, ça fait déjà un bon cocktail Molotov, puis on se demande pourquoi là, mais il faut qu'elle s'incarne, la pauvre, elle a oublié qui est née, elle est coupée de l'amour, et puis elle subit tout ça. Voilà. Donc c'est une introduction pour Laurence, quand vous avez... Donc c'est pas une certitude, c'est juste une hypothèse pour répondre à Laurence, qui demande pourquoi elle attire toujours des personnes manipulatrices. Moi, je dirais, caché derrière manipulatrice, c'est des personnes qui sont dominatrices, quoi. Donc, si vous-même vous portez une de ces blessures, par exemple, vous pouvez en porter plusieurs d'ailleurs, hein. La première blessure, c'est le non-désir de vivre. Ça vous met dans la soumission. Donc, au fond de vous-même, au niveau de l'inconscience, vous voulez pas vivre, vous n'avez pas le droit de vivre, comme pour les autres. Donc, c'est l'impossibilité de vivre et d'être soi-même. Effectivement, vous allez attirer à vous des êtres, des compagnons qui vont être dominateurs à votre égard. Et quand je dis compagnons, mais ça va être des amis, ça va être des collègues de travail, les chefs qui vont être comme ça, quoi. Et après, dans les cas pires, pour moi, c'est la conception après un IVG et la conception vécue avec dégoût ou vécue comme un viol, voilà. Moi, personnellement, j'ai toujours attiré, sauf maintenant, j'ai enfin trouvé mon âme sœur, ma flamme jumelle, c'est Adeline, mais toutes les compagnes que j'ai eues avant elle, elles étaient toutes violentes, elles avaient toutes des colères énormes contre les hommes, et avec le temps, je me suis rendu compte que la plupart des femmes qui ont été mes compagnes, elles avaient toutes subi, malheureusement, des viols ou des incestes, parce que je sais pas qui a fait ça, mais en gros, elles avaient subi des violences sexuelles, qui fait qu'elles avaient accumulé des colères noires contre les hommes, et qui fait qu'au départ, malgré l'amour qui est entre nous, au fil du temps, il y a toutes ces colères qui remontent, et c'est moi qui deviens le bouc émissaire des violences que j'ai pas apporté, que j'ai pas fait, quoi. Et je paye le prix pour les autres, voilà. Donc quand on est par exemple là à la haine de soi, ça vous met dans une telle démission de vous-même que ça va attirer à vous systématiquement des partenaires ou des hommes en relation avec vous qui vont être dominateurs. Dominateurs des fois c'est franchement, donc vraiment ils vous roulent dessus, ils vous piétinent, ou après c'est beaucoup moins évident à voir, c'est des personnes qui sont manipulatrices, elles vont vous caresser d'une main et vous allez prendre une claque de l'autre. Donc dans la journée, comme ça, le matin, vous avez la caresse, vous avez la claque, une heure après, vous avez la caresse ou la claque. Ça change tout le temps dans la journée, jour après jour, semaine après semaine, qui fait qu'à un moment donné, on devient fou, quoi. J'espère qu'actuellement, vous n'êtes pas en lien avec quelqu'un avec ce qu'on appelle une personne manipulatrice, et le pire, c'est les pervers narcissiques, parce que ces êtres-là, j'en ai eu dans mes compagnes, c'est des êtres qui vous rendent fou, quoi. Donc si là aussi, Laurence, je vous conseille vraiment d'écouter la troisième partie où je vais expliquer comment on peut se libérer de ça, et après d'avoir le courage de passer à l'action, parce que si vous l'avez déjà vu plusieurs fois, effectivement, c'est dangereux, quoi. Voilà. Ah, c'était votre ex? Ah oui, non, c'est pas la même personne, pardon, voilà. Il y en a beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que vous voyez les blessures que je viens d'expliquer, c'est toutes des blessures qui empêchent un être d'exister vraiment.
Donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, pour pouvoir exister, pour pouvoir se venger de tout ce qu'il a subi, ben, ils deviennent dominateurs, ils deviennent castrateurs, ou ils deviennent manipulateurs, et ils deviennent pervers avec les femmes ou les hommes avec qui ils vont être en relation. Donc ils font payer aux autres toutes les violences que eux ils ont subies sur une ou plusieurs de ces 6 blessures primordiales de l'âme en incarnation, quoi. Voilà. Et les bipolaires aussi, ils sont aussi très atteints. Ils ont beaucoup de souffrances qui n'ont jamais été guéries. Et il y a beaucoup de bipolaires qui, dans la phase extrême, ils deviennent des pervers narcissiques. Donc ils aussi, entre des êtres complètement dépressifs, ils sont presque des loques. On les porte à bout de bras et on a l'impression que dès qu'on n'est pas là, ils pourraient se suicider. Donc c'est horrible à vivre. Et quand ils ont la pêche, ils vous écrasent avec le rouleau compresseur, quoi. Donc, c'est des relations tout blanc, tout noir. Donc c'est impossible à vivre, quoi. On peut vivre ça au niveau familial aussi, avec le père, la mère, avec un frère ou une sœur, avec un ami, avec un patron, que j'ai déjà vu ça, un patron qui était un pervers narcissique, et qui il tuait les gens à coups de canif verbal délibérément. Il tournait le couteau là où ça faisait mal, et il prenait un malin plaisir à chaque réunion. Il changeait et il trouvait le moyen de faire craquer une des secrétaires. Elle s'effondrait en pleurs. Et là, il avait son petit sourire, le pervers qui a gagné, et il a réussi à casser quelqu'un publiquement. Alors, ce sourire de satisfaction qui est horrible à voir, quoi. Voilà, c'est ça les pervers narcissiques. Voilà. Je connais bien la partie, moi aussi. Voilà. On va maintenant arrêter sur le thème de la conception vécue par un viol, vécue comme un dégoût. Ce qui va se passer aussi, c'est comme c'est votre conception qui est vécue comme avec dégoût, comme un viol pour votre mère. Si vous êtes un homme, bah ça va colorer aussi votre rapport à la sexualité. Vous allez porter vous aussi le dégoût de la sexualité, même si vous êtes un homme. Et donc vous allez avoir une libido qui va être relativement faible. À la différence de l'homme, où d'habitude les hommes ils sont plutôt très portés sur la chose, comme disent les femmes. Et si vous êtes une femme, malheureusement pour vous, bah effectivement, vous allez porter aussi sur vous l'empreinte du viol de votre mère. Donc vous allez avoir des très grandes difficultés dans la relation amoureuse et dans la relation sexuelle. Et dans les cas extrêmes, bah, vous ne pouvez pas avoir de relation sexuelle, donc vous ne voulez pas en avoir, et ça peut aller vraiment dans des situations extrêmes avec des ruptures où carrément l'homme qui vous aime, il peut aussi craquer lui aussi. S'il peut jamais vous toucher, il peut aussi vous violer parce qu'il en peut plus. Donc cette blessure-là, ne la prenez pas à la légère. Donc regardez parmi vous toutes les femmes qui m'entendent et les hommes aussi. Si vous avez des problèmes par rapport à la sexualité, ça peut venir de ça. Je vous dis bien, il y a au moins 80-90% de nos mères, de la tranche des 50 et plus, qui a des grandes chances, qui avait vécu votre conception avec dégoût. Et donc les carottes sont cuites pour vivre une sexualité normale, basée sur l'amour et naturelle, avec joie et plaisir et bonheur. Voilà. On va passer maintenant à la prochaine blessure. Donc la blessure, c'est la conception alibi. C'est une blessure jusqu'à présent que j'ai très peu rencontrée dans les gens que j'ai accompagnés. Moi-même, c'est une blessure que j'ai trouvée il y a seulement quelques années par rapport à mes 40 ou 50 ans de travail sur moi, parce qu'elle n'est pas du tout évidente à trouver. Parce que avant de trouver celle-ci, bah, j'ai trouvé pour moi toutes les autres, hein, la perte du jumeau, la violence dans la vie intra-utérine, enfin. Mon pédigré particulier qui a été vraiment très corsé. C'est pour ça que je suis un bon thérapeute. Et donc une des dernières blessures que j'ai trouvées, c'est la conception alibi. C'est pour ça tout à l'heure quand je vous parlais de la qualité de la relation sexuelle, du rapport sexuel, j'ai aussi parlé de la qualité de la relation entre les parents. Je vous ai parlé des intentions, des désirs de chaque partenaire et aussi du projet de chaque partenaire. Et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est qu'une conception alibi. C'est quand l'enfant il est créé, pas parce que un ou les deux parents ils veulent un enfant, mais parce que l'enfant c'est seulement un moyen. Généralement c'est la mère, parce que le père il peut difficilement mettre enceinte la femme si elle veut pas. Donc souvent c'est la mère qui est responsable de cette blessure-là. Et donc la conception alibi dans la génération de nos mères, c'est souvent une mère qui choisit délibérément de se faire mettre enceinte, comme on disait, à l'insu de l'homme, uniquement pour qu'il soit coincé. Et comme disaient les hommes à cette époque-là, en gros, c'est qu'elle lui file un enfant entre les pattes pour l'obliger à se marier. Voilà, donc ça, tous les enfants qui ont été créés par les mères comme étant une arme contre le père pour l'obliger à se marier,
Ben effectivement, vous portez vous aussi la conception alibi. Je vais vous expliquer ce que ça donne après. Moi, je porte aussi, je suis aussi le fruit d'une conception alibi, parce que ma mère était en bisbille avec ma grand-mère paternelle, parce que elle était hégémonique, et mon père c'était un petit garçon toujours dans les jupes de sa maman, elle n'arrivait pas à avoir à ses côtés un homme et à avoir son mari. Donc c'était pas un homme, c'était un petit enfant. Il passait toutes ses journées presque en dehors du temps de travail. Il passait ses journées chez sa mère et ma mère ne le voyait pas. Donc elle s'est dit comment je peux faire pour récupérer l'homme que j'aime et mon mari. Elle s'est dit le meilleur moyen, je vais lui mettre un enfant dans les pattes parce que quand il aura un enfant dans les pattes, il va être obligé de devenir un père et en plus c'est déjà une sacrée pression pour lui. Et en plus, moi, en tant que femme, je vais plus me retrouver toute seule face à ma grand-mère pour essayer de récupérer l'homme que j'aime, qui est mon mari. On va être deux. Donc on va être deux, moi et cet enfant, on va être deux contre la grand-mère. Donc moi, j'ai été conçu comme étant une arme psychologique pour que ma mère sorte mon père de la prison de sa mère et contre ma grand-mère. Je peux vous dire que durant ma vie intra-utérine, ma grand-mère, elle me l'a fait payer chèrement. J'en parlerai peut-être quand je ferai. Voilà, et donc la conception alibi, qu'est-ce que c'est? C'est un enfant. Non seulement c'est pas un enfant qui était désiré comme étant un enfant, mais c'est un enfant qui a été programmé par une mission qui est pas sa mission naturelle de vie à lui. Donc en réalité, c'est pour ça que je vous parlais du projet. Moi, je suis l'enfant, je suis l'incarnation vivante. Parce que maintenant que je l'ai repéré, je m'en suis débarrassé, mais j'ai été l'incarnation vivante du projet de ma mère de combattre la grand-mère pour récupérer mon père. Voilà, j'ai été créé avec ce projet de vie-là. Ben, je veux dire, ça m'a pourri la vie aussi pendant quelques années. Vous voyez, donc ça perd à rien tout ça, mais c'est pour ça que les conditions de la conception, c'est essentiel. Quand je parlais que ça scelle, ça verrouille votre destinée jusqu'à la fin de la vie, je peux vous garantir que c'est pas une vue de l'esprit, malheureusement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette blessure-là? Alors comment le savoir? Ben, c'est pareil, hein. Dans l'histoire familiale, c'est plus facile à savoir ça. Quand vous êtes né moins de 9 mois après le mariage, c'est que forcément il s'est passé quelque chose avant, quoi. Alors, c'est pas forcément la conception alibi, mais ça peut être aussi la conception non désirée, accidentelle, mais ça peut être aussi la conception alibi où votre mère voulait à tout prix se marier pour garder à ses côtés l'homme qu'elle aimait. Ou des fois, c'est pas l'homme qu'elle aimait, c'est l'homme qu'elle a choisi pour fuir le foyer familial. J'ai souvent vu ça dans les femmes de cette génération-là, où elles quittaient le foyer familial parce que c'était l'horreur pour elles, et elles partaient avec le premier homme où elles sentaient qu'elle était plaisante pour lui. Et donc, elle se mariait avec lui, et rapidement, elle faisait un enfant, comme ça, au moins, avec l'enfant, elle était sûre que l'homme partirait pas, et comme ça, elle était casée jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Voilà. Ah, c'est pas cool, hein. Voilà, et donc tout ce que ce soir je vous ai expliqué, ça vous explique pourquoi ce magnifique joyau d'amour dont tout le monde nous parle, les canalisations, les enseignements, et qu'une fois qu'on est incarné, on vit tous le contraire. Ça vient de ça. C'est pas sympa, hein, mais en tous les cas, c'est comme ça que ça se passe jusqu'à présent. J'espère que nous, au moins nos enfants, on les a conçus dans une énergie quand même moins dure que la conception qu'on a vécue. On les a élevés avec une éducation beaucoup plus aimante, tolérante et compréhensive que nos parents. Donc je vois bien, j'ai 2 petits-enfants, je vois les 2 petits-enfants que j'ai, ils ont une qualité de vie en eux, une qualité de vibration qui est autre que ce que nous on a porté quand on est arrivé sur Terre. On a été pratiquement tué dans l'œuf, on a été tué dans l'œuf dès la conception, quoi. Et après vous avez les 9 mois de vie intra-utérine, vous allez voir tout ce que j'ai découvert, plus la naissance. En gros, il nous reste pas une chance sur 1000 pour être une âme consciente sur Terre et être en contact avec l'amour pour nous-mêmes et être en contact avec l'ami et l'amour à l'extérieur. C'est pour ça que depuis des millénaires, malgré les religions, malgré les enseignements spirituels, tout le monde galère depuis longtemps parce qu'effectivement, tous les êtres humains sont massacrés dès les premiers 9 mois de vie, quoi. Voilà. C'est sûr que c'est pas cool, mais au moins vous savez pourquoi vous galérez. Alors maintenant, ce qui est intéressant, on va aborder maintenant la troisième
on va aborder ce soir la troisième partie. Et merci Laura pour ton partage, effectivement. C'est pour ça que je vous disais, ces conférences-là, on est une trentaine, c'est pas beaucoup, donc je vais voir comment je pourrais la refaire, mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est un thème qui intéresse personne, parce que personne n'est au courant de tout ça. Donc on se dit, tout le monde se dit, qu'est-ce que j'en ai à faire d'aller perdre mon temps 1 heure pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ma conception. S'ils savaient que 95% des êtres humains ils sont tous en prison, je vais te dire, ouais, bien sûr qu'elle est enregistrée, t'inquiète pas, je vais l'enregistrer, je vais pas la diffuser intégralement, mais je vais diffuser des parties hyper intéressantes pour sensibiliser les gens, parce que c'est vraiment important. Donc je vais faire ça sur YouTube à mes abonnés, parce que mes abonnés, j'ai 6000 abonnés et vous êtes seulement 30, vous voyez, donc en gros, il y a 6000 personnes qui reçoivent mes mails et qui pensent que c'est pas intéressant de perdre 1 heure de leur point de vue pour découvrir qu'est-ce qui se passe au niveau de la conception. Donc je vais tout faire pour que ça se sache, puis après je vais continuer aussi sous les autres thèmes, quoi. Voilà. Maintenant on va passer à la troisième partie. La troisième partie, c'est comment guérir ces blessures de l'âme, ces blessures primordiales de l'âme, et comment restaurer le joyau d'amour de votre âme qui est en vous. Alors tout de suite, je vais vous dire quelque chose, mais je pense que vous avez compris, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire toute seule avec vous-même. Parce que vous n'avez pas le ressenti qui vous permet de les trouver, vous n'avez pas les ressentis qui vous permettent de vous connecter à ce niveau de profondeur de votre inconscient, et après, vous n'avez pas encore les outils nécessaires pour les guérir, et vous n'avez pas la puissance d'amour pour guérir ces blessures-là. Moi, ça m'a pris une vie de travail pour être capable de faire ça. Donc effectivement, c'est impossible de former quiconque pour que la personne se guérisse elle-même de tout ça. Je vous dis bien, moi, ça m'a pris plusieurs dizaines d'années, alors que j'ai une technique de pointe au niveau mondial, avec la puissance du son, la puissance de la couleur, la puissance de la géométrie. Donc si vous voulez, l'autothérapie en autonome et en sauvage, c'est pas possible sur ces blessures-là. Vous pouvez vous faire des soins, rééquilibrer votre aura, rééquilibrer vos chakras, mais descendre dans l'inconscient profond, c'est pas possible, voilà. Donc voilà. Donc en même temps, c'est aussi un message d'espoir que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez délivrer cette âme en incarnation que vous êtes. Vous pouvez guérir ce joyau d'amour qui est enfermé dans une gang de prison. C'est une prison de souffrance, une prison, une gang de programmation inconscience qui vous interdisent, qui vous empêchent d'exister. On peut s'en sortir, et j'en suis un bon exemple, parce que toutes les blessures que je viens de parler, je les ai pratiquement toutes directement ou indirectement. Il a fallu que je traverse tout ça, oui. Ça veut dire que le message d'espoir que je voulais aussi vous dire ce soir, c'est que la conception, même si elle a été terrible, que vous ayez reçu une blessure ou les 6 à la fois, ben, vous pouvez quand même vous en sortir, et que cette hérédité familiale, quand je parle de l'hérédité familiale, je parle encore de la conception, je parle pas de l'hérédité des blessures que vous récupérez par votre père et votre mère, c'est encore un autre sujet, ça aussi, et on peut s'en sortir, mais la seule façon de s'en sortir, c'est vraiment d'oser affronter en face, ne plus être dans le déni, comme beaucoup de personnes le sont, en disant ça sert à rien, je suis pas fou, j'ai déjà assez travaillé, ça fait 20 ans que je suis canal, je fais plein de stages spirituels. Les stages spirituels et canalisations, ça sert à rien par rapport à tout ça. Comme vous savez, j'ai été canal, j'ai canalisé pendant des années les anges, les maîtres ascensionnés, les archanges, j'ai canalisé longtemps la mère divine, le Père divin, avant de canaliser la source. J'ai passé des milliers d'heures en canalisation à être traversé par l'amour. Ça n'a jamais guéri aucune de mes blessures. Ça m'a fait du bien, c'est sûr, mais ça n'a jamais rien guéri. Pourquoi? Parce qu'à chaque blessure correspond ce que j'appelle un traumatisme vibratoire. Chaque blessure, si vous voulez, ça fait rentrer en vous, dans vos fréquences de base, une discordance, une disharmonie. Et donc, on ne peut guérir une discordance vibratoire que par la fréquence spécifique d'amour qui correspond. Par exemple, sur le thème de la conception non désirée, vous pouvez aller voir qui vous voulez, faire tous les soins que vous voulez, recevoir beaucoup d'amour. Si vous ne recevez pas la fréquence d'amour particulière qui est la fréquence de je suis un enfant désiré, ou j'ai été un enfant désiré, donc si vous ne recevez pas la fréquence d'amour d'être désiré, l'amour absolu, l'amour inconditionnel, ben, ça vous guérira jamais.
Ça, pour moi, ça a été aussi une grande violence quand j'ai pris conscience déjà au bout de 30 ans de travail spirituel, malgré mes états d'éveil, mes états d'unité, il n'y a rien qui est guéri. Et quand j'ai aussi commencé à accompagner en tant que thérapeute et aussi en tant que canal, et donc j'ai bien vu que j'avançais plus vite parce que effectivement, le fait de recevoir souvent de l'amour et surtout avoir des beaux enseignements, ça m'a aidé à avancer. Mais tout le travail de fond qu'il a fallu que je fasse par rapport à mes blessures primordiales, j'ai été obligé de les faire moi-même avec les sons, les mandalas et en développant l'amour de moi-même. Ouais. Donc vous pouvez y arriver, mais à condition d'être accompagné par une personne compétente. Et faites attention à ça parce que c'est pas le diplôme, la formation qui garantit la compétence de la personne, c'est le travail qu'elle a réellement fait dans ses propres profondeurs. Voilà, donc effectivement maintenant, on va rentrer dans l'aspect pratique. Hein. C'est pas du commercial. Si vous pensez que c'est du commercial, vous pouvez arrêter la visio maintenant. Pour moi, elle aura servi à rien parce que une fois que vous connaissez les blessures, vous êtes reconnu. Si vous passez pas à l'action pour vous en débarrasser, vous avez perdu 2 heures pour rien, quoi. Voilà. Oui, c'est bien ça, oui. Disons qu'actuellement, pour répondre à la question d'Olora, je vais l'enregistrer pour qu'elle apparaisse sur le chat. Pour la question du diagnostic, c'est une double question, donc je vais répondre aux deux. Il y a la question, c'est vous-même, quand vous connaissez la blessure, vous savez que votre mère avant vous avait une fausse couche, vous savez que vous êtes une conception non désirée, vous savez que votre mère a été abusée sexuellement, auquel cas vous connaissez la blessure, et donc vous me commandez directement, parce que ça vous coûte moins cher, vous me commandez directement le soin que je vais vous présenter bientôt. Donc vous prenez en fonction de la blessure, vous prenez le soin de base ou le super soin. Je vais en parler tout à l'heure. Après, si par rapport à ces blessures vous-même, vous ne savez pas laquelle vous avez, il faut plutôt demander une séance individuelle. Et puis à l'occasion de la séance individuelle, on va chercher la blessure. Donc soit vous demandez une séance individuelle normale, c'est-à-dire qu'on cherche la blessure qui est mûre à être traitée maintenant, et puis on la traite. Ou alors, vous posez la question en passant votre commande. Voilà, c'est je veux savoir quelle est ou quelles sont les blessures de conception que je porte. Auquel cas, on fait un diagnostic spécifique sur cette blessure-là. Donc pour résumer, vous connaissez la blessure, vous la commandez directement. Vous la connaissez pas et vous me demandez si c'est pour la conception de faire le travail de chercher quelles sont les blessures que vous portez. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, je vais maintenant vous présenter. C'est une nouvelle formule que j'ai créée tout récemment. C'est une forme de thérapie qui est accélérée. Pourquoi? Parce que vous pouvez commander les 6 blessures à la fois. Une fois, si vous les avez vraiment, vous pouvez commander les 6 blessures à la fois, parce que comme c'est toutes des blessures de conception, plutôt que de faire comme je faisais avant une blessure par mois, parce que ça fait 6 mois. Actuellement, le temps a beaucoup changé, donc il faut vraiment avancer, avancer plus vite. Donc, toutes les blessures liées à un moment de l'âme, on les traite simultanément. Voilà. Donc, c'est une forme de thérapie qui est encore à distance, qui est accélérée, parce que on peut décoder et guérir les 6 blessures primordiales de votre âme qui vous enferment et qui vous empêchent d'être en contact d'amour avec vous-même. La seconde innovation aussi que j'ai apportée pour ces soins-là, c'est que d'habitude, les soins normaux chez un thérapeute ou les soins énergétiques, généralement, c'est quelques heures. La moyenne du temps, c'est 1 heure la séance. Et puis là, directement, pour ces soins-là, vous allez recevoir 1 ou 4 soins et chaque soin va durer 24 heures. Parce que pendant 24 heures, vous allez recevoir à distance les fréquences de guérison. Donc c'est une technique que j'ai créée, que j'explique sur mon site. Hein. C'est des activateurs que j'encode avec des séquences de sons, des séquences de couleurs et des mandalas. Donc pour ceux qui connaissent la radionique, c'est une forme de radionique, c'est-à-dire qu'en radionique, on peut faire un diagnostic à distance, et en radionique, on peut envoyer une fréquence à distance à quelqu'un, voilà. Sauf que là, les fréquences, c'est pas n'importe quoi, c'est la fréquence spécifique qui correspond à la blessure, voilà. Non, effectivement, ça peut pas faire de mal de les faire toutes, parce que donc après, il y a aussi la solution de prendre plutôt des soins de base plutôt que de prendre des soins, les soins qui sont beaucoup plus complets et qui sont aussi un peu plus chers, oui. Voilà. Donc on va continuer. Donc une fois que vous avez passé commande, la date de votre séance, elle vous est indiquée par mail une fois que vous êtes décidé et que vous avez passé commande de quelque chose. Donc quel est le secret de l'efficacité?
Ben, c'est vrai que chaque séance est plus efficace que 6 mois de thérapie classique ou énergétique. Et pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie le meilleur de mon expertise que j'estime unique dans ma connaissance approfondie de l'inconscient profond. J'ajoute bien de l'inconscience profond. Et quand je dis de la connaissance, c'est pas la connaissance théorique, c'est la connaissance pratique de quelqu'un qui a passé des milliers d'heures au contact de son inconscient et des dizaines de milliers d'heures au contact de l'inconscient des autres. Donc c'est pour ça que j'ose écrire une expertise unique, parce que c'est pas de la formation. Et il y a aussi l'aspect que je viens de vous dévoiler, c'est que au lieu d'avoir un soin qui va être actif seulement que 30 minutes, comme je faisais avant en direct avec les sons, c'est un soin qui va durer 24 heures directement. Et si vous prenez le soin complet, il va travailler à la fois sur la blessure psychologique de l'inconscient, il va travailler aussi sur le chakra qui porte la blessure, et il y a aussi un travail de guérison au niveau spirituel, au niveau causal. Voilà, donc là, vous allez voir, donc si vous prenez la formule complète, vous allez avoir 4 soins simultanément. Chaque soin va durer 24 heures. Donc le soin thérapeutique qui va guérir lui l'inconscient, le soin énergétique qui va travailler d'abord sur un nettoyage d'aura et aussi le soin sur le chakra correspondant, le soin quantique qui travaille au niveau des mémoires cellulaires et le soin spirituel qui travaille au niveau de l'âme, au niveau causal. Voilà. Et donc ces 4 soins spécialisés, vous allez les recevoir à travers le support de 3 fréquences vibratoires spécifiques à la blessure que vous allez choisir. Donc c'est pas du son pour des sons, c'est des séquences de sons, les séquences de couleurs et les séquences géométriques, donc les mandalas que je crée spécialement pour cette blessure-là, avec lesquelles je vais encoder les activateurs avec une technologie qui m'est propre. C'est moi qui ai inventé, qui ai créé ça, et j'en mets plusieurs centaines au total. Et ensuite, c'est cet outil que je vais utiliser, comme vous le voyez sur l'image, c'est cet outil que j'utilise pour vous envoyer à distance, à vous spécifiquement, l'énergie pendant les 24 heures que j'ai choisi comme étant le temps standard pour faire ce travail-là. Je comprends pas la question que vient de poser Romantique. Si tu peux mieux la formuler, parce que je comprends pas le sens, quelle est la question. Voilà. Donc un point important durant ces séances-là, à la différence des séances classiques, quand vous êtes en présentiel avec un thérapeute ou un guérisseur, il faut que vous soyez disponible. Comme le travail se fait à distance pendant 24 heures, 2 jours, et ça inclut aussi généralement une nuit, vous n'avez pas besoin d'être disponible, donc c'est quand même hyper intéressant de ce point de vue-là. En même temps, comme à l'occasion de la séance d'hier, maintenant toutes les séances de thérapie à distance, j'ai aussi inclus la possibilité de participer à cette séance de suivi coaching thérapeutique, comme vous avez vécu hier. Tout le monde n'était pas là, mais c'est pas grave. Et donc auquel je rajoute aussi le décodage des blessures. Alors comment faire pour avancer, si vous êtes prêt à passer à l'action? Donc la première chose à faire, c'est de choisir, pour ça que c'est de la thérapie à la carte, vous choisissez le thème que vous souhaitez avoir, donc un ou plusieurs thèmes, et tout à l'heure au moment de la commande, vous allez indiquer C1, C2, C3, c'est vous qui indiquez le thème en fonction de la commande que vous voulez avoir. Attendez, je vais juste répondre à Romantique, parce que je comprends pas sa question. Avant, effectivement... C'est pas une question. C'est pas une question. Pas une question. Non, mais si je comprends pas, c'est pourquoi tu dis, et là, j'attends le soin à 24 heures. Parce qu'elle a commandé, elle a déjà... Ah, t'as commandé un soin? C'est ce qu'elle vient de dire. Attends, voir, j'ai pas vu ça. Elle va avoir un soin bientôt. C'est sûr. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu qu'elle avait commandé un soin. Oui, elle a marqué, elle a écrit, c'est ce que je fais, mon soin arrive bientôt. Ah excuse-moi, tu n'es pas la personne, la femme que je pensais que c'est ça, parce qu'elle avait un pseudo qui ressemblait à ça. D'accord. Ah, c'est Jacques. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu l'as commandé. Ok, d'accord, je comprends. Si c'est Jacques, effectivement, c'est le soin que tu attends. J'ai pas tout lu au niveau du chat, donc des fois c'est difficile de suivre. Voilà. Donc c'est vous qui choisissez la séance ou les séances que vous voulez avoir. Pour des raisons d'efficacité et de rapidité, vous recevrez les 2, les 3 ou les 5 soins simultanément. Par contre, chaque soin est payant.
C'est vous qui choisissez la formule qui vous arrange. Si vous êtes coincé, ben vous en commandez qu'un à la fois ou deux à la fois, puis tous les mois, ben, je vous en ferai 2 ou 3 en fonction de votre possibilité. Ça aussi, c'est très souple, comme ça, au niveau des conditions financières. Si vous ne connaissez pas laquelle de ces blessures vous portez, à ce moment-là, ben, je vous conseille plutôt de prendre une séance individuelle, donc pour laquelle vous allez avoir un diagnostic approfondi. Si vous voulez savoir quelle blessure vous portez au niveau de la conception, ben, pensez bien à le mettre dans la commande ou vous m'envoyez un mail pour dire voilà, je veux une commande, je prends une séance individuelle, mais je veux spécifiquement travailler sur la conception. Et là, je vous dirai voilà, on va travailler d'abord sur ce thème-là, et puis on va avancer en découvrant les thèmes à l'occasion de chaque séance. Après, vous avez la formule au choix. J'ai mis exprès une formule qui est quand même efficace. Pour les blessures, je dirais normales. C'est la formule 1, j'ai mis 1 étoile. Donc c'est le soin thérapeutique avec la conférence de suivi thérapeutique. Donc la participation, c'est seulement 35 €. En réalité, ce soin-là, il vaut 90 €. 60 €, c'est l'équivalent d'une séance téléphonique, d'une séance à distance classique, plus les 30 € de la conférence de coaching. Et après, vous avez aussi la formule 4 étoiles. Pourquoi 4 étoiles? C'est parce que vous allez avoir 4 soins simultanément. Le soin thérapeutique, énergétique, quantique et spirituel, plus la webconférence. Donc là, ben, c'est un soin, les 4 soins, ils sont seulement à 80 €. Quand on prend le prix des 4 soins individuels, ben, on est facilement à 270 € le tout. Donc, vous voyez, c'est des prix qui sont vraiment très très économiques. Ça, je manifeste encore une fois de façon visible le fait que je veux que ça touche du monde et je veux que ça soit abordable. Oui, là, effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, là, les 4 soins, ils sont simultanés et ils se font le même jour, sur une seule thématique, c'est-à-dire sur une seule des blessures, sur une de ces blessures-là. Pour chaque blessure que vous allez commander, vous allez recevoir les 4 blessures à la fois si vous choisissez la formule 2. Voilà. Vous savez que pour le moment, le cas n'est pas arrivé, mais si quelqu'un me commandait les 6, je ferai quand même pas les 6 à la fois, parce que ça fait quand même beaucoup. Et 6 x 4, 24, 24 soins de 24 heures, ça fait beaucoup. Je pense qu'on coupera en 2 ou en 3, ça va dépendre. Voilà. Donc on va continuer. Donc comme je vous le disais, ben, il faut passer une commande par blessure. Et donc là, je vous ai mis aussi l'exemple de la page sur laquelle vous pouvez trouver ça. Tiens, ça me fait penser, j'ai oublié, mais je le ferai tout de suite après. Donc bah, vous avez les 2 formules, donc la formule 1 et la formule 2, et puis vous choisissez celle qui vous intéresse le plus. Là, je vous ai mis des témoignages, mais ils sont aussi sur la page, sur toutes les pages du site, donc c'est pas la peine qu'on les détaille.